Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription, en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du banc. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 7e épisode de la saison 8 de Vue du banc, épisode consacré majoritairement à la victoire de la France 1-0 face à l'Allemagne, où on dira en fin d'émission un petit mot de la victoire du Portugal 3-0 face à la Hongrie. Avec moi, comme d'habitude, Raphaël Cosmidis. Salut Raphaël. Salut Christophe Kuchli. Et Florent Tognuti. Bonjour Florent. Salut Christophe. Bonjour, nous sommes techniquement le soir après donc cette victoire française 1-0, un seul but marqué par Mats Hummels contre son camp, dans son propre but à la 20e minute. Je vais donner les compos tout de suite, tant qu'à faire. Tant que c'est chaud. Lloris dans les buts, défense Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, milieu Pogba, Kanté, Rabiot et devant Griezmann, Benzema, Mbappé, côté allemand Neuer dans les buts, Ginter, Hummels, Rudiger derrière, Kimmich, Gosens les pistons, Gundogan et Kroos au milieu, et devant Havertz, Gnabry, Müller. Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là ? Est-ce que c'était conforme à ce que tu imaginais ? Je t'avoue que moi, globalement, oui. À la fois dans le score, le rapport de force, le scénario, les forces-faiblesses. Alors, il y a toujours évidemment de 3 surprises, hein. Tu peux jamais prévoir tous les niveaux individuels, mais globalement, c'est à peu près à ça que je m'attendais. Est-ce que c'était ton cas aussi ? Oui, surtout sur la première période, parce que la première période, on a vu une équipe d'Allemagne qui a occupé le terrain comme elle a l'habitude de l'occuper, donc c'est-à-dire avec ces 3 joueurs entre les lignes, Müller, Gnabry, Havertz, et les pistons sur les côtés, donc Gosens et Kimmich, avec un Kroos qui décroche dans sa zone habituelle pour orienter et renverser si besoin, des centraux qui essayent de prendre des initiatives balle au pied, on pourra en reparler de leur passe verticale réussie ou interceptée. Une équipe de France qui était, elle, dans son projet habituel contre des grosses équipes qui sont capables de ressortir et de relancer, c'est-à-dire qu'on va pas aller chercher très très haut, on va attendre en bloc médian, et si on n'arrive pas à tenir en bloc médian, on va finir en bloc bas. Et puis on a quand même vu pas mal de séquences de construction, de possession de la France, avec une Allemagne qui était pas dans un projet de pressing total, en tout cas sur la première période. En deuxième, ils ont eu plus le ballon, d'ailleurs, je crois que la possession s'est aggravée en deuxième période pour l'équipe d'Allemagne, mais en première, ils ont quand même eu des séquences sans ballon. Et on a pu voir la France manœuvrer avec un petit peu de temps pour les centraux, avec une Allemagne qui avait du mal à empêcher les Français de trouver des combinaisons en partant des côtés. Donc ouais, c'était assez conforme, les faiblesses et les forces étaient identifiées, parce que c'est quand même des équipes qu'on connaît bien et qui changent pas non plus de principe tous les ans. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être les 2 équipes où les coachs sont en place depuis le plus longtemps du tournoi. Ou en tout cas pas loin, parce que il faudrait que j'en fasse toutes les sélections, et là je les ai pas toutes en tête en plus, mais Le est là depuis après 2006 et Deschamps après 2012, donc ça fait quand même pas mal de temps, et tu sens quand même des certitudes des deux côtés, avec on pourra parler des individualités, mais par contre un différentiel vraiment sur les qualités d'explosivité et même de dribble et d'élimination pour la France. Florent, on va faire ça par ordre chronologique, donc commencer par l'entame de match, les plans de jeu vraiment au sortir des vestiaires, voir un petit peu quelles ont été les consignes du coach au moment où elles sont encore fraîches dans les esprits. Et est-ce que tu peux me dire simplement la façon dont s'animaient les 2 équipes ? Parce que je t'avoue que moi, je vais pas dire que je comprenais pas, mais en fait ça désonnait, ça s'échangeait un peu les positions, les marquages, etc. Et au début, j'avais un petit peu de mal à savoir est-ce que la France avait vraiment un système bien identifié, ou alors est-ce que certains joueurs étaient vraiment totalement libres ?
Ça bougeait pas mal. Je pense qu'on peut essayer de décortiquer ça en prenant des zones et des joueurs clés et des compensations qui devaient être faites derrière eux ensuite. Pour moi, s'il faut focaliser, s'il faut partir d'un point de l'affrontement, du rapport de force entre les deux équipes, sur la première mi-temps, c'est Pogba par rapport à Toni Kroos. Pogba est sorti très souvent très haut sur Toni Kroos. Et de l'autre côté, Kanté aussi en a fait de même sur Gundogan. C'est presque Rabiot qui était le milieu le plus reculé côté français, tout en étant pourtant pas numéro 6, mais un peu excentré. C'est lui qui a joué le plus bas, j'ai eu l'impression en tout cas. Et donc il y avait cette envie pour Pogba et Kanté de sortir harceler les deux milieux allemands qui en ont d'ailleurs pas mal souffert. Et le truc, c'est que ce comportement de Pogba sur Kroos, s'il faisait reculer Toni Kroos, vu que les Français n'allaient pas non plus chercher haut, ça créait aussi les espaces dans le bloc français, entre les lignes, dans le dos évidemment de Pogba, où là tu avais des Allemands qui se montraient, c'est notamment Kai Havertz en première mi-temps qui s'est souvent montré dans cette zone pour offrir une solution entre les lignes. Mais c'est vrai que derrière, au-delà de cette première passe qui est passée quand même assez régulièrement, il y a eu derrière une vraie maîtrise de la défense française pour contrôler ce qui se passait dans les 20-25 derniers mètres. Ce qui fait que le bloc médian français se faisait transpercer, mais derrière ça se heurtait à Varane qui a été excellent pour couper certaines trajectoires, à Kimpembe qui était plus dans le duel mais qui a été pas mal aussi, à Rabiot qui a été précieux aussi en début de partie, même tout le match sur le plan défensif. Donc voilà, sans forcément rentrer en effet dans le système, l'affrontement des deux systèmes de jeu, parce que c'est vrai que côté français ça a pu prendre plusieurs formes. Je pense que l'important c'est cette histoire de Pogba-Kroos, de Kanté-Gundogan et des compensations et de ce qui se passait autour de ces duels-là. Raphaël, est-ce que tu es d'accord ? Oui. Mais souvent, il faut être d'accord avec Florent. C'est plus facile d'avoir raison quand tu es d'accord avec lui. Mais est-ce que ça influe sur le résultat ou est-ce que ça influe sur le rapport de force, cet aspect-là, c'est-à-dire parce que parfois j'avais l'impression que l'Allemagne faisait entre guillemets mieux les choses sur certaines zones, mais au final même si tu les faisais mieux, ça n'impactait pas du tout le résultat parce que c'était en gros voilà, ça te faisait gagner 5% de possession ou ça te faisait aller dans des zones plus intéressantes, mais au final ça changeait rien, alors que vraiment les prises de décision françaises, c'est-à-dire typiquement Pogba qui gagne son duel, là ça créait des décalages qui eux pouvaient amener des occasions de but en fait. J'ai l'impression qu'en fait tous les différentiels ne se valaient pas du tout selon les équipes. Bah, ça s'est vu sur le but de la France en tout cas, avec toujours cet espace entre Gosens et Kroos, qui est quand même un espace un peu particulier, parce que Gosens c'est pas le meilleur joueur en phase défensive comme ça, surtout quand t'es sur un bloc médian qui attend, ce qui était le cas de l'Allemagne sur certaines séquences. À l'Atalanta, il fait que de l'indiv où il va sortir sur le mec et l'agresser. D'ailleurs, il a été assez agressif sur pas mal de moments, il a commis plusieurs fautes comme ça. Et puis t'as Kroos qui, alors en plus généralement est couvert par Casemiro, et là n'a plus non plus le côté athlétique qu'il avait en tout début de carrière. Donc dès que ça va dans sa zone, et ça s'était vu, alors c'était pas lui, c'était dans l'axe, mais ça s'était vu dans la zone Gosens déjà contre le Danemark en amical, où Eriksen avait été souvent trouvé dans cet espace-là. D'ailleurs, il y avait un article sur Coparena qui identifiait un peu cet espace-là, et c'est là que la France a déclenché l'action de son seul but. Et ça s'est vu encore. Je crois que le milieu c'était Kimmich et Neuhaus contre le Danemark. Alors après le match contre la Lettonie, il y avait rien à dire sur le plan défensif parce que la Lettonie ne savait pas déjà faire des passes, donc c'était compliqué d'aller dans le camp adverse sans faire des passes. C'est quand même réussi à marquer. Mais là la France, la différentielle Pogba-Kroos, et il s'est même vu sur un moment où c'est un des rares moments où la France va presser haut. Et je crois que Pogba est sorti très haut, que Kanté est en couverture et il sort tellement vite sur le temps de passe que Kroos perd le ballon sur une passe alors qu'il est très 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 loin au départ. Il faudra que je retrouve la séquence. Et le comparatif que Flo a fait sur Twitter entre l'affrontement de Chelsea-City en Ligue des Champions et celui-là à l'Euro est assez vrai, je trouve, sur le profil des milieux. D'ailleurs, Kanté et Gundo se sont affrontés pour la deuxième fois en quelques semaines. Et justement, pour rebondir là-dessus, quand tu vois le comportement de Toni Kroos sur Pogba quand Pogba sort sur lui, ça peut rappeler aussi, tu vois, comme le disait Raph, j'ai fait le parallèle entre la finale de Ligue des Champions entre Chelsea et City et ce France-Allemagne, mais tu peux aussi faire le parallèle sur la demi-finale entre Chelsea et Real Madrid, où c'était Kanté qui allait agresser Kroos, et entre les deux matchs, ça avait poussé Zidane à essayer d'inventer quelque chose pour permettre à Toni Kroos d'avoir
de jouer, d'avoir de l'espace et un peu d'influence sur le match. Donc il y a vraiment une histoire entre les milieux français en gros, ou en tout cas Kanté, et les milieux allemands qu'il a croisés en Ligue des Champions qui s'est répété un petit peu sur ce match. Et à la mi-temps, c'était sur le plateau de beIN Sport, Arsène Wenger qui disait, pour aller aussi dans ce sens, que tous les duels 50-50, ça tournait à l'avantage des Français. Et c'est vrai que sur le plan de la vivacité, Kanté, Pogba, et tu peux même ajouter Rabiot, face à Kroos et Gundogan, bon, y a pas match, ce qui fait que même dans les situations, tu vois, un petit peu d'urgence, où le milieu français était éliminé, la défense française venait de couper l'action parce que Varane venait mettre une tête ou couper une trajectoire, voilà. Dans la foulée, au rebond, c'était quasiment toujours un Français qui était là pour récupérer la balle. Et du coup, tu pouvais écarter le danger et éviter d'être pris par les Allemands de cette façon-là. Mais il y a une autre comparaison, je pense, qui peut être faite, mais elle est assez logique, c'est par rapport à ce que la France avait fait contre l'Argentine en 2018, où en gros Matuidi avait le rôle que Rabiot a eu ce soir, d'être assez resserré, de couvrir limite les deux autres. Kanté s'occupait, il était pas mal sur Messi aussi. T'avais Kanté, Matuidi qui s'occupait de Messi, et t'avais Pogba qui était sur Banega. Et finalement c'était un peu pareil parce que Banega et Kroos ont tendance à évoluer dans la même zone, un peu axe gauche, demi-espace gauche. D'ailleurs il avait fait assez mal à Banega dans mon souvenir sur le match Pogba. Ça avait été assez douloureux pour l'Argentin. Et là la première période, alors Kroos est beaucoup mieux en deuxième, mais la première période est vraiment vraiment dure pour lui sur pas mal de plans. Et d'ailleurs sur le but, tu vois toute la créativité de Pogba, ce joueur qui est quand même créatif, il faut le dire. Et le début de la deuxième période, pardon Christophe, après je te laisse, et le début de la deuxième période aussi est un petit peu difficile pour lui, je sais pas si tu vois l'action, où Pogba lui met une première touche, un contrôle orienté et démarrage quand Kroos est au pressing, qui fait aussi un petit peu mal sur le plan visuel, on va dire. Il me semble qu'il l'élimine aussi à un angle de la surface, angle droit de la surface, là, un peu comme à l'opposé de ce qu'il avait fait en 2016. En demi-finale où il élimine, je crois, Mustafi comme ça. Il élimine et il centre derrière. Mais ouais, on va en parler, je pense, de Pogba, mais il est en train de faire un enchaînement en équipe de France de compétition qui a rien à envier à pas mal de mecs des générations 98-2006, quoi. Justement, tu as bien raison, le mot-clé étant, on en parlera après. Ce qui m'a pas mal surpris, disons, je m'attendais pas à autant de passe intérieure en début de match de la part de l'Allemagne, Raphaël. Je sais pas si tu t'es fait la réflexion aussi, mais je me suis dit, tiens, ils ont pas peur d'aller dans cette zone, alors que si tu la perds, ça peut être compliqué. Et ça aurait pu fonctionner. C'est un truc qu'ils ont, j'ai l'impression, surtout fait sur les 20-25 premières minutes, plus trop ensuite, et un peu à nouveau en fin de match avec Emre Can. Ouais. Mais ça aurait pu être une approche aussi. Après, c'est qui tout double, c'est-à-dire si tu rates cette passe-là, vu le type de joueur et les zones de récupération de la France, ça peut partir très vite dans l'autre sens. Ouais, ils ont essayé pendant, je pense, 30-35 minutes en première période. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont fait beaucoup de renversements. Kroos-Kimmich, je pense, est peut-être la passe la plus souvent tentée en deuxième période. Enfin, j'exagère, ça doit être une passe entre Hummels et Rudiger, la passe la plus tentée, mais bon, dans le camp adverse, ça devait être ça. Et puis, ouais, tu l'as dit à la fin, Emre Can avec du jeu entre les lignes. Mais oui, c'est étonnant parce que c'est quand même à partir de récupération axiale que la France a construit sa victoire en Coupe du Monde 2018. C'est aussi là que tu peux craindre le plus le fait que Pogba, Kanté récupère le ballon et que ça lance rapidement Mbappé dans la profondeur. En plus, maintenant, t'as Benzema qui peut se connecter à lui, s'appuyer sur lui. Je pense que la France a été moins forte dans ce domaine aussi parce qu'en première, Griezmann n'est pas aussi juste qu'il y a 3 ans. Il perd quelques ballons comme ça, des ballons de transition où il avait été très bon, notamment contre la Belgique. Si vous vous souvenez du match contre la Belgique où il avait été excellent, notamment avec Pogba, sur des petites déviations, des appuis remises à l'intérieur à la récup et derrière ça avait fait mal. Et on n'a pas vu la passe Pogba-Mbappé qu'on avait vu contre la Belgique d'ailleurs en 2018, qu'on avait vu contre l'Argentine, qu'on avait vu contre la Croatie, qu'on a vu récemment en amical contre la Bulgarie. Celle-là on l'a pas vu. Mais on a vu les récupérations axiales en tout cas, notamment grâce aux centraux qui sont bien sortis. Et c'est vrai que l'Allemagne l'a quand même tenté. Je pensais pas qu'ils la tenteraient aussi souvent. Ils se sont exposés, mais on n'a pas vu les courses qui auraient pu faire mal. À part finalement, alors je sais plus où le ballon est récupéré, mais le but hors jeu de Benzema, je crois que le ballon est récupéré peut-être axe ou axe gauche, et que derrière ça part avec du jeu à une touche, où Griezmann d'ailleurs est très bon sur la séquence. Et c'est vrai que c'était un truc que tu pouvais te dire, c'est l'Allemagne va pas chercher intérieur parce qu'ils savent que c'est de là que ça va partir côté français. Ils l'ont quand même fait. Et d'ailleurs, la dernière grosse situation de l'Allemagne, c'est Emre Can qui claque une super passe intérieure pour Leroy Sané qui aurait pu permettre d'égaliser derrière. Et ils l'ont fait aussi parce qu'il y avait la place.
Ce que je disais Ouais, tout à mais- l'heure, il y avait la ouais. place quand même. Quand tu vois Havertz, les espaces qu'il a pu avoir dans le demi-espace droit, du coup, dans le dos de Pogba, il y avait quand même une zone à attaquer, une zone à exploiter à partir du moment où tu pouvais claquer la passe. C'est quand même difficile de t'en empêcher quand t'as une telle ouverture, je pense en tout cas. Après, c'est vrai que à l'inverse, on a très peu vu, mais en même temps, il n'y avait pas forcément les profils pour. On a très peu vu l'Allemagne qui veut contourner par Gossens. Par exemple, ça aurait pu être Kimmich aussi, qui contourne par Gossens et qui cherche ensuite dans le dos de Pavard. Ça, on l'a vu en Ouais. tout début de partie, mais ça s'est très peu répété derrière. Mais il faut dire qu'avec Müller et Gnabry, c'est pas forcément les profils les plus, même si Gnabry peut le faire peut-être. Mais tu vois, t'aurais mis Werner et Sané. Je pense que t'aurais plus souvent contourné. Werner le fait sur un de ses premiers appels, je crois. Oui, ce ça serait part possible, vite ouais. côté gauche et il part dans le dos de Pavard et Varane le gère. Le souci pour Werner, c'est que là, il est tombé sur un mec qui pouvait lui répondre en vitesse aussi, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais pour le coup, c'est pas faire la même chose qu'attaquer le dos de Ruben Dias ou Stones. Petit quiz, messieurs, peut-être que vous avez vu la stat. Quel est le meilleur passeur de l'équipe de France et combien de passes a-t-il tenté? De quoi, ce soir, le meilleur passeur? Oui. Enfin, celui qui en a fait le plus en volume. Je dirais que ça doit être dans le triangle Varane-Pavard-Kanté, là, qui a souvent eu le ballon, mais je suis pas forcément identifié un des trois, je sais pas. On va pas passer non plus 3 jours. Hein, donc, Je dirais. Non, moi, je t'aurais dit Pogba, là, comme ça. Mais, Oui, Pogba 52. Ah ouais, quand même. Ah, ça, c'est impressionnant. Devant Ça, pour le Kanté coup. 51. Ouais, Et j'étais pour l'Allemagne, donc Pogba 52 pour la France. L'Allemagne, combien à peu près le chiffre et le joueur? Kroos, Ouais. 84. Florent, un ouais, chiffre. peut-être un peu plus que 84, 90, 92, dans ces eaux-là. Kroos 107. Ah oui, d'accord. Avec 13 passes longues et 13 passes longues réussies. Donc les fameuses transversales pour les contrôles de Kimmich qui ensuite balançait ses centres, puisqu'il a 7 centres. Des actions très jolies esthétiquement, mais bon, qui n'ont pas forcément amené grand-chose. Florent, est-ce que tu vois une filiation en tout cas? Est-ce que pour toi les matchs de prépa ont eu un intérêt sur le plan tactique par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Ou est-ce que si on débute la compétition là sans avoir eu une match de prépa, t'as globalement le même rendu? C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu être perfectionnées sur les semaines précédentes, ou alors t'as juste vu des plans spécifiques du Pogba dans la zone de Kroos, des joueurs offensifs qui essayent de se trouver mais qui sont tous un peu dans leur registre, et donc du coup le fait de se dire il y aura peut-être encore un plan différent face à un adversaire différent et pas une identité de jeu française semaine après semaine? Oui, je pense qu'on est plus sur la deuxième possibilité. Je suis pas sûr que Deschamps ait tiré des enseignements après Pays de Galles, après la Bulgarie, du coup, j'allais oublier qui était le deuxième adversaire, pour affronter l'Allemagne. À part peut-être se rassurer sur le fait que Griezmann, Mbappé, Benzema peuvent jouer ensemble et peuvent combiner. D'ailleurs, ils se sont cherchés un petit peu sur certaines séquences où la France pouvait garder la balle. Raphaël évoquait tout à l'heure le fait d'aller construire sur les côtés. Il y a eu des mouvements à 2, à 3 qui étaient plutôt intéressants. Alors je sais pas s'ils ont été tous les trois ensemble à un moment donné, mais je vois Benzema, Mbappé combiner côté gauche à un moment donné en première mi-temps, par exemple. Mbappé a vraiment joué côté gauche, hein, pour le coup. Tous ses Ouais. ballons, c'était vraiment faux pied, quoi. C'était Do Kimmich et Do Ginter, quoi, la recherche. Mais voilà, après, oui, je crois que c'est avant le match, Joachim Löw disait que la France était la meilleure équipe du monde pour s'ajuster à son adversaire et s'adapter. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là, et s'il faut peut-être trouver des enseignements. Alors, s'il y a peut-être un truc, c'est sur le but, c'est la diagonale vers le latéral. Laissé libre, hein, où c'était des choses qu'on avait vues face au Pays de Galles notamment, où Pavard et Hernandez puis Digne en deuxième mi-temps étaient très actifs et étaient souvent montés et étaient souvent disponibles à la finition sans être souvent touchés. Et là, en l'occurrence, une des rares fois où la France est en position de mettre son latéral, justement de le lancer près de la surface, il y a l'appel, il y a la passe qui arrive au bon moment. Donc t'as peut-être ça, ouais, sur le but, pour le coup. C'est quelque chose qui aurait pu être plus exploité sur les matchs de prépa. Et là, sur une des rares fois où il fallait le faire, ça a été fait. Mais d'ailleurs, le ratio montée-action décisive de Lucas Hernandez en Ouais. équipe de France, c'est n'importe quoi. Hein. C'est Le assez mec impressionnant, monte 5 fois par tournoi, 5 fois il y a une action marquante.
Parce que le gars, on l'a vu une fois dans le camp adverse, enfin dans les 30 derniers mètres adverses, et il fait l'appel dans le super timing, il vise la bonne zone. Ça, c'était assez bon. Et je me demande par contre si on verra le losange vraiment dans le tournoi. Peut-être contre la Hongrie, mais parce qu'à un moment ça disait ouais, la France va jouer en losange contre l'Allemagne. C'était pour moi un truc absolument inconcevable de jouer en losange contre une équipe qui va t'attaquer comme ça en renversant des côtés. Ça me semblait improbable, et Griezmann n'a jamais joué en 10 d'ailleurs sur ce match. Oui, mais je pense de toute façon que le losange, c'était un point de départ pour ensuite se déformer, et qu'en fait Deschamps s'est rendu compte qu'il valait mieux se déformer, quitte à parfois prendre cette forme du losange, mais je suis pas sûr. Encore une fois, moi je suis pas du tout un fan du losange, à partir du moment où tu presses pas, et je pense que dans ce tournoi c'est pas forcément là-dessus que sur on va dire la direction qui va être prise par l'équipe de France. Mais Florent, du coup, ce que tu disais, je trouve ça intéressant dans la mesure où finalement faudra pas qu'on se dise match après match l'équipe de France progresse sur ci ou sur ça. Alors bien sûr il y a peut-être des ententes, notamment sur le trio offensif qui n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble, ou voilà, il y a peut-être des déplacements, des relations qui vont un peu se nouer, mais sinon ça veut clairement dire qu'il ne faut pas attendre une montée en puissance dans tel ou tel domaine et le perfectionnement d'un système de jeu. Peut-être que contrairement à 2018, où tu avais quand même ce système asymétrique où finalement sur la phase finale ça bougeait plus, on sera peut-être amené à avoir de match en match des adaptations, alors peut-être à la marge, mais des adaptations quand même sur ne serait-ce que l'articulation entre Kanté et Rabiot par exemple. Oui, c'est ça. Il va y avoir une progression peut-être, en effet, comme tu le dis, de certains joueurs, de certaines complémentarités. Mais quand tu vois le match d'aujourd'hui, que tu vois sur ce qui s'est passé sur les phases sans ballon, etc., tu peux aller jouer la Hongrie avec les mêmes. Ça devrait pas trop mal se passer, je pense, parce que avec ballon, surtout face au 5-3 de Hongrois, si ça combine sur les côtés, y a de quoi leur faire mal, avec les jeux à 3 qu'on avait pu voir, notamment à droite avec Griezmann, Pogba, Pavard, à gauche avec Rabiot, Benzema, Mbappé. Donc oui, il y a de quoi faire, mais c'est sûr que l'identité de la France est une identité mouvante, on va dire, mais c'est peut-être la meilleure des choses pour elle, c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter à toutes les situations, et elle peut être bonne surtout dans beaucoup de situations. Voilà. Raphaël, alors c'est un commentaire très général, mais tu as été impressionné par l'équipe de France ce soir? Parce que si on se balade un petit peu sur Twitter, même regarder les journalistes étrangers, tout le monde dit oui, la France assume son statut de favorite. Et Florent nous a donné les chiffres avant de préparer l'émission. Je crois que c'était 1,3 à 0,3 au niveau des expected goals, quelque chose comme ça pour l'Allemagne. Ouais, alors je les ai tout de suite sous les yeux, le temps que ça charge. J'en ai pas pour longtemps. C'est 1,10 à 0,3 exactement, voilà, en faveur de l'Allemagne. Donc on sait très bien qu'à l'échelle d'un match, c'est toujours particulier, qu'il y a des histoires de hors-jeu, etc. Mais mine de rien, voilà, la France ne termine pas à 3 à 0,2. Donc du coup, Raphaël, est-ce que tu penses que là, c'est les statistiques qui se trompent, ou est-ce que c'est l'œil? Parce que j'ai vu certains tweetos, data notamment anglais, dire là, il y a un vrai écart entre ce que disent les statistiques, parce que même sur le nombre de tirs, le nombre de récupérations, en fait, il y a le pourcentage de duels gagnés qui est un peu dans l'autre sens, mais sinon, sur tous les chiffres, l'Allemagne était plutôt devant. Est-ce que mine de rien, tu restes quand même convaincu ou pas que la France était en contrôle de ce match-là et que c'est vraiment positif pour la suite? Alors, il y a un chiffre que j'ai pas, mais que peut-être que Flo a, ça va être compliqué de l'expliquer, mais on le dit souvent comme ça au passage, on ne sait pas si on le précise, mais c'est les non-shot XG, donc c'est les situations, on va dire, si on devait définir, c'est pas forcément les occasions, parce qu'il n'y a pas de tir, mais les situations. Et là, on peut en citer plusieurs, puisqu'il y a celle donc où le but de Benzema est hors jeu, mais quand Pogba se retrouve en position de lancer Mbappé dans la profondeur, c'est déjà une situation dangereuse. Il y a celle où Mbappé passe devant Hummels et il se retrouve dans la surface à deux doigts de pouvoir aligner Neuer en 1 contre 1. Donc tu vois, ça c'est déjà des situations que tu as pas là dans la stat brute du XG, mais qui sont quand même intéressantes. Il y a le but. Vu que il y a le but. Le but n'apparaît pas, alors que s'il n'y a pas Hummels sur la route, ça fait une occasion à 0,5 ou 0,6 pour Mbappé, quoi. Ouais, après, si t'as un défenseur qui sait défendre, il dégage la balle ailleurs que dans son but, il n'y a pas de tir non plus. Aussi. Mais j'entends tout à fait le fait que ça soit quand même une situation un peu d'urgence pour le défenseur. Ouais, donc voilà sur l'aspect stat dans un premier temps. Je pense qu'il y a une impression vraiment positive
parce que tu souffres quand même beaucoup moins qu'en 2016. Dans mon souvenir, en 2016, on était quand même beaucoup plus paniqué pour la France qu'on l'a été sur ce match-là. Alors il y a plein de raisons derrière tout ça, on va pas revenir et faire un débrief de la demi-finale de 2016, mais la France a semblé défensivement beaucoup plus sûre dans la gestion à la fois des joueurs entre lignes et des pistons sur les côtés, que ça avait été le cas il y a 5 ans de ça. Donc je pense que c'est déjà cet aspect-là, le fait que tu as quand même pu avoir par séquence en première période assez de temps pour construire, et ça dépend aussi de l'Allemagne qui est pas dans un projet de pressing total, parce que je pense que physiquement et tactiquement elle en est pas encore capable. Donc il y a peut-être ça. Après, dire que la France a été dominatrice ou supérieure ou a contrôlé l'ensemble du match, je pense que c'est faux. Il y a deux équipes de bonne qualité qui se sont rencontrées, une qui est très difficile à presser, et tu vois là on dit que la France a joué bas, mais je suis pas sûr qu'une autre équipe dans la compète arrivera à presser l'Allemagne, peut-être l'Espagne s'ils s'affrontent, mais puis encore je sais pas. Qui aurait le ballon entre l'Allemagne et l'Espagne? L'Espagne, je pense. Je pense. Ouais. Mais l'Allemagne lui laisserait peut-être aussi. Je pense sincèrement que l'Allemagne serait contente un jour de pas avoir le ballon et de pouvoir faire des transversales vers Werner, quoi. Après ils sont pas ouais. Après quand ils ont pas le ballon, il faut croire en Ginter, Hummels et Rudiger pour et Kroos, Gundogan pour. Enfin, tu peux choisir d'autres profils de joueurs aussi, mais disons qu'avec cette équipe-là, vaut mieux l'avoir quand même. Après, vraie question, je suis pas sûr que Rudiger fasse tout la suite du tournoi. Il y a quand même une histoire de gros blanc, Luis Suarez sur Paul Pogba, où il y a une vraie interrogation sur les suites disciplinaires à tout ça. Mais je trouve que depuis qu'on le définit comme un catcheur, Flo, il ajoute à sa légende à chaque grand match. Il y avait le masque, maintenant il y a le geste. Non, mais sur cet aspect-là, je pense que la France a été dans le même un peu projet, le même plan de jeu surtout. Elle a été bien meilleure qu'elle ne l'avait été en 2016, et que c'est pour ça que t'as cette bonne impression. Après, t'as le score qui change un peu toujours l'analyse, parce que quand t'as gagné, t'as tendance à peut-être enjoliver les choses, et quand t'as perdu, à les voir de manière plus dramatique. Mais ouais, c'est quand même un début plutôt positif, parce que t'as su contenir une équipe qui reste parmi les deux meilleurs, je pense, avec l'Espagne, dans la capacité à te faire reculer et à te faire subir le jeu. Florent, est-ce qu'il y a une force allemande qui a mis quand même la France en difficulté et qui pourrait servir d'inspiration pour les futurs adversaires? Ou alors un truc que tu n'as pas forcément vu, mais où tu te dis, l'Allemagne ne savait pas forcément le faire, mais alors peut-être pas le Portugal, hein, mais une équipe particulièrement sur la suite de la compétition pourrait se saisir de certaines opportunités. Tu vois, typiquement, je me pose la question de si tu as un vrai très bon numéro 9 en face, est-ce que ça change pas les choses? Alors après, c'est toujours pareil, hein, là t'as pas ce grand numéro 9, mais du coup t'as des joueurs d'interligne, etc., qui peuvent faire vivre le jeu, donc t'as d'autres profils, mais voilà, est-ce qu'il y a des mini signaux d'alerte pour la suite? Parce que forcément, là il y a quand même un temps fort allemand de 25-30 minutes en seconde période, peut-être que si t'as le même temps fort sur une autre équipe, il y a un peu plus d'occasions qui sont créées. Ouais, mais après, je t'avoue que je vois rien il y a rien qui m'a particulièrement sauté aux yeux. Et pourtant, par exemple, tu vois, face au Pays de Galles, quand les deux équipes étaient à 0-0, que les Français essayaient de sortir, essayaient de presser, on voyait sur les phases de bloc haut que c'était pas hyper convaincant côté français, et ça pouvait laisser des espaces dans le dos, le bloc était très étiré, bref, ça allait pas. À partir du moment où ils ont arrêté, où ils décident de pas faire bloc haut face à l'Allemagne et de laisser venir. Comme je disais, il y a eu ces séquences où à l'intérieur, ça laissait quand même des espaces dans l'interligne. Et heureusement, la défense a fait un très bon match individuellement, toute la ligne défensive. Il y a peut-être le match où il y en a un qui se rate. Et là, tu peux être en difficulté. Si un défenseur peut pas assurer la compensation derrière un milieu qui a été pris dans le dos, enfin derrière un ballon qui a fini dans le dos d'un milieu, parce que si le milieu sort, c'est peut-être aussi des consignes. Donc il y a peut-être ça. Après, c'est quand même un bon mélange sur le plan défensif, cette équipe, parce que en termes de complémentarité des postes, c'est-à-dire si t'es l'Allemagne, si tu veux les prendre dans l'axe, comme je le dis, tu peux aller dans le dos des milieux, mais pour l'instant, derrière, ça a assuré la compensation. Si tu veux contourner, que tu veux passer dans le dos du latéral, il y a un central qui peut sortir, et les deux centraux, Varane ou Kimpembe, sont capables de sortir au duel dans le dos du latéral et de dézoner, d'aller défendre côté. Et si tu décides de centrer,
Il y a jusque-là, en tout cas, une certaine capacité quand même à bien défendre la surface de réparation, tant grâce aux centraux que grâce au repli des milieux de terrain que sont Kanté, Pogba ou Rabiot. Donc il y a quand même un ensemble plutôt solide. C'est vrai que défensivement, à partir du moment où elle décide de faire bloc médian, voire bloc bas, elle est quand même assez difficile à prendre. Reste la question des coups de pied arrêtés, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait énormément de coups de pied arrêtés très bien tirés côté allemand ce soir. Je sais pas si vous en avez en tête. Parce qu'il y a eu quand même... Les corners de Kimmich étaient pas top, par exemple. Et il y a eu quand même 3 coups francs directs avec des fautes à l'entrée de la surface sur des situations d'urgence où ça aurait pu quand même donner des choses beaucoup plus dangereuses. Et finalement, il n'y en a pas un seul qui a été cadré pour... je crois que c'est Kroos 2 fois et Sané en fin de partie. Donc il y a ça aussi. Peut-être qu'avec un Enis Bardi, Christophe, côté allemand, ça aurait pu faire un partout. Mais c'est vrai que globalement, il y a eu des situations d'urgence. Le bloc collectivement est pas parfait. Mais ce soir, tous les joueurs dans les compensations ont répondu présent. Il y en a pas un qui a été mis à la faute, même si on me dit plusieurs fois dans l'oreillette et dans les messages que j'ai reçus que Kimpembe a parfois été limite. Je vous avoue, j'ai pas fait trop attention à lui individuellement. Il y a un duel à l'épaule, une grosse épaule contre Kimmich dans la surface là. Et il y a une sortie sur Müller en première période où Müller crie sur un duel et je pense que ça peut valoir un carton jaune pour Kimpembe. Mais le style de Kimpembe est tellement agressif sur le temps de passe qu'il s'expose un peu à ces cartons-là. C'est pour ça aussi, attention, je dis pas Kimpembe au niveau de Sergio Ramos, mais c'est aussi pour ça que Ramos a tendance à prendre beaucoup de cartons jaunes. C'est pas que quand il sort sur le temps de passe, il sort fort. Et quand tu te trompes et que t'es en retard, t'as tendance à faire une grosse faute pour éviter d'être éliminé. Donc c'est vrai que Kimpembe, ça peut être le souci quand il défend un peu plus haut sur le terrain. Ce qui m'a fait marrer, Raphaël, c'est que parfois j'ai l'impression que certains joueurs déconnectaient à moitié de l'action. Et en fait, il y avait toujours un partenaire pour faire le sprint de repli. Même Mbappé en fait un, Benzema en fait 2, voire 3. Griezmann en fait 15. Ouais, mais ça c'est le classique. Mais tu vois, il y a des fois, je fais putain, mais Pogba là-dessus, il est un peu lent. Et puis en fait, il y avait quelqu'un qui revenait. Donc c'est-à-dire que tu avais l'impression que parfois, il se faisait des alternances. En fait, c'était pas tout le monde était à 90-95% pendant le match. T'en avais un ou deux qui pouvaient parfois être un petit peu plus en détente. Mais sauf que c'était tout de suite vu par un partenaire qui allait faire la course, quoi. Là, il y a vraiment un esprit de solidarité qui forcément dépasse un petit peu le cadre tactique, parce que vraiment, à partir du moment où tu te fais éliminer, mais où tu as un partenaire qui revient, finalement t'es pas éliminé, il n'y a pas de déséquilibre, quoi. Là-dessus, il y a une séquence assez marquante, c'est quand Mbappé perd un ballon assez bêtement dans le camp adverse à, je crois, 35-40 mètres des buts, et qu'il va chasser Kroos. Ouais. Du coup, il le chasse pas longtemps parce qu'il y a une telle différence de vitesse qu'il fait 5 mètres et il l'a rattrapé. Il récupère le ballon et ça redonne une bonne séquence à la France. Et ça, c'est des séquences qu'on voit très très rarement au PSG. Alors aussi parce que le PSG est déjà installé dans le camp adverse, donc il n'y a pas besoin que Mbappé vienne faire la course de contre-pressing. Mais quand il l'a fait, tu te dis ouais, d'accord. Entre lui, la mobilisation de Pogba, Griezmann qui fait une deuxième mi-temps, Sameto 2010 en fait, sa deuxième période, parce qu'il est vraiment pour le coup très très bas sur le terrain et il gère le piston, que ce soit à droite ou à gauche. Donc ouais, t'as senti que dans ces cas-là, c'est vrai que Deschamps a une capacité à faire accepter et à concerner des joueurs qui en club par exemple ne sont pas capables du tout de la même chose. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans cette équipe-là. Florent, les individualités. Alors il y a forcément, on va parler de Pogba. Est-ce que tu veux lancer la danse ou est-ce que tu veux parler d'autres joueurs, sachant que finalement, ce soir, je pense qu'on va pas taper sur Rabiot, qui a été intéressant dans son travail défensif, par exemple. Donc très bon, là-dessus, il y aura un peu de variété. Ouais, très bon dans son travail défensif. Après, c'est pas forcément une surprise. Rabiot nous énerve surtout quand il a le ballon. Et d'ailleurs, il m'a un peu énervé sur son action à la fin, en mettant beaucoup de temps pour se mettre en position de centrer, ce qui fait que le temps perdu fait que la défense allemande revient. Et du coup, derrière, par contre, le fait de tenter le tir, pourquoi pas, parce que la passe paraissait compliquée à ce moment-là. Mais sinon, oui, très très bon match de Rabiot sur le plan défensif. Je sais pas s'il a perdu un duel, j'ai un gros doute là-dessus. Il y a en tout cas 2 interceptions, 2 dégagements et 2 tacles réussis. Ce qui fait quand même déjà 6 interventions décisives. D'ailleurs, au passage, stats collective, mais c'est individuel. Les Français ont tenté 19 tacles ce soir. Combien en ont-ils réussi ? 14. 17, 14, 18. Il n'y a qu'un seul joueur qui a raté un tacle,
qui a été dribblé, pour reprendre les statistiques d'Opta. C'est Lucas Hernandez. Sinon, même Lloris réussit un tacle, dites-vous. Il fait 1 sur 1. Pavard 5 sur 5. Varane 1 sur 1. Kimpembe 2 sur 2. Pogba 2 sur 2. Kanté 2 sur 2. Rabiot 2 sur 2. Benzema 1 sur 1. Et Lucas Hernandez 2 sur 3. Donc voilà, Lucas Hernandez ne jouera pas le prochain match. Mais sinon, Rabiot, on a assez tapé dessus pour pouvoir dire quand il fait un très bon match comme ce soir, dans le rôle spécifique qui lui est donné dans l'équipe, où c'était, comme on l'a dit, le joueur sans doute le plus bas sur le terrain, côté français au milieu de terrain. Il faudrait voir d'ailleurs sur la passe map si ça se révèle aussi. Mais, de toute façon, il a été bon comme il avait été bon contre le Portugal en fait. Il y a en novembre dernier. Ce qui est frustrant, c'est quand il est milieu entre les lignes d'une équipe qui attaque sur attaque placée. C'est là qu'il est un peu plus pas inutile, mais bon, que sa fonction est pas forcément idéale pour lui. Mais là, c'est sûr que dans ces moments-là où il fallait gratter le ballon et derrière donner un peu de temps à ton équipe pour qu'elle sorte, lui, avec son volume et sa capacité à conserver le ballon, c'était plutôt pas mal. J'ai les statistiques de duel gagné, donc je vais vous les donner en commençant par le bas. Alors, il y a pas que ça, enfin, c'est-à-dire que là, le dernier c'est Griezmann, 33% de duels gagnés sur 9, donc il en gagne 3. Après, c'est toujours pareil, il faut voir la gueule des duels, hein, évidemment. Ça se résume pas à ça. Mbappé et Kanté sont également à 33%, donc sur 6 pour Mbappé et 9 pour Kanté, donc du coup 2 et 3 à gagner. Et ensuite, on passe tous sur du positif, parce que les duels gagnés, c'est 60-40 pour la France. Pogba, qui a largement le record de duels disputés, puisqu'il en dispute 2 fois plus que tout le monde côté français, en gagne 61% sur 18. Mbappé en gagne 2 sur 3. Hernandez en gagne 6 sur 9. Kimpembe, pareil, 4 sur 6. Et ensuite, on arrive sur le très haut du panier. Pavard gagne 77% de ses 9 duels, et Rabiot, Varane, Lloris un peu à part, mais gagne 100% de duels, donc Rabiot gagne ses 2 duels, et Varane gagne ses 5 duels. Mais tout ça pour dire que, voilà, sur l'aspect duel, on va pas résumer le foot à ça, mais parfois ça peut quand même aider. La France était au-dessus de l'Allemagne, qui manquait de calcium sur certains postes, n'est-ce pas, Raphaël? Non, après il faut préciser que duel, entre la classification stade d'Opta et la notion classique de duel, il y a une grosse différence, hein. C'est pas que les duels genre bagarre qui va gagner à l'épaule, quoi. Ça peut être éliminé par un dribble, ça peut être gagner un duel aérien, ça peut être récupérer un ballon dans les pieds, ça comprend un peu tout ça, quoi. Oui, de toute façon c'est subjectif, hein, cette donnée-là. C'est pas juste va au duel, faut qu'on gagne, faut qu'on mette plus d'envie dans les duels. Mais c'est même pas de l'envie, parce que les Allemands avaient aussi envie, c'est juste que dans le terme d'explosivité et de différence de vitesse sur 5-10 mètres, Gundogan et Kroos contre les autres, c'était trop. Et c'est pareil un peu pour défensivement, il suffit de voir la course de Mbappé contre Hummels. Heureusement que le terrain fait que 100 mètres, parce que sinon je pense que Hummels il s'arrête en fait, il arrête de courir, ça sert à rien, je peux rien faire. Donc ça, c'est vrai que c'est un exemple de... On peut dire que l'Allemagne avait plus de supériorité numérique dans certaines zones, qu'ils étaient mieux placés, mais à partir du moment où un mec va plus vite sur le ballon que toi ou plus vite dans un espace, la notion d'égalité numérique ou supériorité numérique change beaucoup. À noter que là, mes stats, elles datent genre de la 85e ou 90e, donc il y a peut-être des légères variations à la marge. Et donc pour les distances, selon l'UEFA, le record de kilomètres parcourus, c'est Kanté avec 11,7, et juste derrière t'as Kimmich, Gundogan et Müller, puis ensuite Griezmann, Rabiot, Pavard, Kroos, Gosens, Pogba, et tous sont au-dessus de 10,6, avec une moyenne de 10,8 côté allemand et 10,4 côté français. Raphaël, parle-nous un petit peu de Paul Pogba, où en fait quand je vois jouer Paul Pogba, je suis à la fois en équipe de France. D'un côté, j'ai envie d'applaudir. De l'autre, je suis un petit peu énervé parce que c'est quoi, si tu fais des pourcentages, c'est 4% de sa saison en fait, les matchs qu'il dispute en sélection. Et c'est-à-dire que ce Paul Pogba là, tu vois, c'est Draymond Green une fois qui avait dit en NBA, t'as les joueurs de 16 matchs et les joueurs de 82 matchs, quoi. T'as les joueurs de saison régulière et les joueurs de play-off. Pogba, c'est clairement un joueur de play-off. Après, ça pourrait être bien aussi d'être bon en saison régulière, parce que ça amènerait peut-être plus de choses pour ces clubs, et depuis quelques temps. Alors, c'est pas que sa faute, hein, mais on le voit rarement à ce niveau-là, alors qu'à ce niveau-là, il est, je vais pas être méchant, mais il est 3 fois meilleur que Bruno Fernandes, quoi. Oui, alors je vais te faire plaisir. Est-ce que la carrière de Pogba en équipe de France et la carrière de Pogba tout court n'est pas un peu celle de ton ami Zinedine Zidane finalement?
l'écart entre les performances en club saison après saison et ce qu'il fait sur chaque grand tournoi. Parce que Il y a là, peut-être un peu de ça. Parce que même 2014, il est quand même déjà décisif avec ce but contre le Nigeria. Alors dans le jeu, il est moins fort, mais il est déjà décisif. 2016, il commence à être bon. 2018, il est excellent. Et là, ça démarre bien. Donc, et c'est marrant parce que dans une interview croisée avec Patrick Vieira, où les deux étaient interrogés par l'équipe, Pogba disait justement qu'il s'inspirait aussi de Zidane et pas que de Vieira ou de joueurs comme ça, quoi. Donc lui il se voit comme un créatif, Vieira aussi le voyait comme un créatif, et c'est marrant de le voir dans ce rôle-là. Mais non, mais pour parler de sa performance ce soir, ça s'est assez vite senti qu'il était en bonne forme, et ça a confirmé ce qu'on avait vu contre la Bulgarie, parce que dans ses prises de balles, dans ses passes, on a senti qu'il y avait des idées, qu'il y avait de l'intensité. Même sur Kroos, il a été assez juste en première période, il l'a empêché d'apporter de haut jeu. Et puis après, c'est Pogba, quoi. Quand il est comme ça, en termes de conservation, sous pression, en termes de capacité à se retourner, ce qu'il fait sur le duel pour créer de l'espace juste avant de faire la diago, je sais pas si c'est extérieur ou un petit peu de la pointe, pour Lucas Hernandez, c'est l'excellent Pogba. Et il a été très très juste pendant toute la première. Après en deuxième, on l'a quand même beaucoup moins vu, j'ai trouvé. Il faudrait voir le différentiel de ballon touché. Mais non, mais c'est un gros match de Pogba dans la lignée de ce qu'il avait fait il y a 3 ans. Sachant qu'il fait 2 potentielles passes décisives. Enfin, avant-dernière passe et passe décisive. Flo, celle où il fait la toupie, où finalement il y a hors-jeu, et celle où il lance Mbappé. Là aussi, sur une espèce de pointe extérieure, enfin une zone assez bizarre. Une passe par-dessus la défense où Mbappé est hors-jeu. Mais on va dire qu'il est moins influent, mais il reste quand même. En fait, je faisais la comparaison avec Bruno Fernandes, même si c'est pas tout à fait le même rôle. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vois Pogba un peu dans une zone 10, en tout cas dans un rôle de créatif dernier passeur, tu te rends compte qu'il a tout à fait des qualités, peut-être même supérieures à certains joueurs qui évoluent en tant que numéro 10 chaque semaine en club. Oui, c'est sûr. C'est sûr que là, il a quand même fait 3 passes, du coup, tu les as citées, de très très haut niveau, et où on voit un numéro 10 faire cette passe, on fait oula, grand match de sa part. Et c'est vrai que là il en lâche 3. Je me demande s'il n'y en a pas une autre d'ailleurs que j'oublie, j'ai un doute là-dessus, mais oui, moi celle qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est celle qui met à Mbappé sur son deuxième but, où où je sais pas avec quelle surface de pied il la met, je sais pas quelle trajectoire ça prend, l'effet que ça prend, mais celle-là, elle m'a scié, parce qu'en plus, aussi, et ça permet de placer un mot sur la réalisation dans ce tournoi, quand Pogba fait cette passe, on voit absolument pas Mbappé. Après, à l'Allianz Arena, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que les matchs du Bayern, même sous Guardiola, étaient inregardables à domicile. Ouais, mais c'est vrai que sur cet Euro, ça arrive assez souvent d'avoir une caméra beaucoup plus basse et proche du terrain. Et du coup un peu frustrante, parce que là c'est vrai que parfois t'étais un peu comme la défense allemande, c'est-à-dire tu voyais la passe de Pogba partir mais tu savais pas le joueur qui allait la récupérer. Non, mais on va le dire, c'est filmé avec les pieds. La moitié des réalisateurs sont des assassins qui n'aiment absolument pas le football, je suis désolé. Mais en fait, on mange des choses, je vais pas partir dans la métaphore un petit peu violente. Il y a des ours ou pas ? On mange des choses pas très bonnes semaine après semaine, et on trouve ça tout à fait normal. C'est-à-dire entre les gros plans où tu vois rien de l'action parce qu'on te met un visage même inexpressif, parce que c'est des super ralentis, du coup tu n'as même pas le temps de voir une expression sur le visage, tu vois juste une tête en gros plan. Ok, super. Tous les ralentis qu'on nous balance, ça c'était le match d'hier je crois, de l'Espagne-Suède, je sais plus, en tout cas t'as une énorme action, un poteau machin, le jeu finit par s'arrêter et on nous met le ralenti de la dernière faute, une faute où c'est un duel à la con au milieu de terrain, et le ralenti de l'action n'arrive que je crois une fois la mi-temps sifflée ou une fois à la fin du match. Mais sinon il n'y a aucun ralenti de l'action. Tu te dis mais en fait le football ça vous intéresse, ou vous êtes là pour nous montrer des fautes qu'on a déjà vues et sur lesquelles personne n'aurait cherché à discuter, donc vraiment... Mais c'est un problème régulier, par contre, l'absence de ralenti des actions intéressantes là depuis le début de l'Euro. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments où on se dit putain, mais il y a un truc qu'on a raté là, montre-le nous justement en gros plan, parce qu'on voudrait mieux comprendre, genre l'action où Mels Mbappé. Je sais plus quand, mais sur un match, c'était hier ou avant-hier, il y a 3 ou 4 actions où tu te dis pourquoi on n'a pas de ralenti, on comprend pas ce qui s'est passé, montrez-nous un truc. Et ouais, c'est assez particulier. Oui, non, c'est particulier, on va dire ça comme ça. Je m'y ferai jamais. Le problème, c'est qu'ensuite, les gens parlent d'arbitrage, etc. Bah forcément, il y a une bonne action, tu leur montres pas l'action, tu leur montres la faute. Alors les gens discutent de la faute.
Et par exemple, on a eu 58 ralentis de Kimmich qui met un coup de pied dans la tête de Lucas Hernandez. Alors qu'il fait une bascule vers l'avant. Enfin, bon. C'était pas très intéressant quoi qu'il en soit. Une fois que t'as vu qu'il avait fait un coup de pied, tu te dis ouais, ok, on verra, tu vois. Enfin, il faut montrer le drama. Il faut montrer le drama, on nous dit. Donc, ouais. Non, mais c'est con parce que c'est un sport qui peut aussi être spectaculaire quand tu montres les belles actions. Quoi, visiblement. Ouais. Et par exemple, le but de Mbappé hors jeu, un petit peu plus de ralenti, ça aurait été sympa. Parce que la zone qu'il trouve là, c'est magnifique. Et puis l'espèce de crossover qu'il met à Ginter, parce que en fait, Ginter est vraiment collé. Et après la feinte, il se retrouve à 2 mètres à essayer de tendre la jambe à moitié pour faire barrage, mais sans du tout défendre sur Mbappé. Et rien que ça, par exemple, les petits pas, le petit jeu de corps, jeu de pied est quand même vachement intéressant. Mais bon, parenthèse fermée. Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé des Allemands? Tiens, faut en dire quand même un petit mot, parce que je pense qu'on sera amené à revoir cette équipe. Alors évidemment, nous, on va voir tous les matchs, donc on la reverra très vite, mais à mon avis, on la reverra dans les tours finaux, en 8e, peut-être en quart, etc. On a parlé pas mal de Gundo, Kroos, on a parlé aussi de Modric. Il y a les 3 de devant, il y a Robin Gosens, il y a la question du 3e central avec Ginter, sachant que je pense que Rudiger et Hummels vont rester titulaires. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je t'avoue que moi, il y a... Alors évidemment, c'est avec Florent, m'a été scandalisé sur le moment, c'est le fait de faire rentrer Timo Werner à la place de Gnabry au moment où il n'y a plus d'espace. Ça, j'avoue que c'était un truc particulier. À la limite, Sané Havertz, pourquoi pas, mais bon, là pareil, je suis pas sûr que ça soit exactement le profil. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé de la façon dont cette équipe était coachée? Parce qu'on parle quand même d'une sélection allemande qui a perdu contre la Macédoine du Nord en qualif et qui a pris 6-0 en Ligue des Nations face à l'Espagne. J'ai l'impression que Flo voulait intervenir parce qu'il a levé son petit doigt pour dire quelque chose. Non, c'était juste quand tu as dit que Hummels et Rudiger, ça n'allait pas bouger. Ah oui, effectivement. Juste pour rappeler Rudiger. C'est vrai que je m'y fais pas, mais oui, il y a bien un moment où ça va lui tomber dessus. Mais j'ai raté j'ai compris avec le commentaire qu'il y avait morsure, mais je sais pas parce que j'étais pas attentif à ce moment-là du ralenti. Il l'a vraiment mordu. Il lui a croqué le dos. Voilà. Mais c'est assez bizarre, c'est-à-dire que tu vois pas vraiment. Genre, ça pourrait pas faire un superbe gif animé ou une émoticône où t'as vraiment les dents sur l'épaule, mais effectivement tu vois qu'il est collé et d'un coup tu vois Pogba qui est de dos, donc il n'a aucune raison de s'y attendre, qui fait une espèce de bond quand même, genre oula, que se passe-t-il? Donc oui, c'est vrai que tu t'attends pas à ça, le mordeur masqué, le castor allumé Rudiger. Il y a un peu un comportement de castor allumé quand même chez Antonio Rudiger, c'est plus Daguette que Norbert, Rudiger, clairement. Je pense que Hummels c'est un peu plus le Norbert du duo. Non, sur les individualités allemandes, que te dire? Disons, j'aime bien l'idée de jeu globalement. Forcément, c'est très sympa ce que fait l'Allemagne, même si ça manque un peu de pénétration. Mais disons que le duo Kroos-Gundogan comme ça à l'intérieur du jeu, même si Havertz était assez proche d'eux, je veux dire qu'il y a combien de milieux qui peuvent leur faire mal en termes de combien de milieux peuvent leur faire la même chose que Chelsea avait fait au Real par exemple. Alors pas le milieu portugais déjà. Ouais, oui, après tu peux changer les joueurs. Pas celui-là en tout cas. Oui. Pas celui-là, en tout cas. Mais si tu mets Renato, il peut le faire. Renato par exemple. Mais par exemple, je pense que Barella, il fait très très mal à Kroos dans cette zone. Tu vois, est-ce que les Pays-Bas avec De Jong et Wijnaldum, Wijnaldum, les écrasent? Ouais, je pense que Pedri pourrait faire mal aussi. Calvin Phillips-Rice, à mon avis, dans un style un peu différent, mais je pense que ça leur fait mal aussi. Tu vois, t'as Foden qui décroche et qui met le bordel, par exemple. Aussi, oui. Ouais. On parle même pas de l'Autriche, parce que l'Autriche t'envoie Leimer et compagnie dans la zone, alors ils vont peut-être perdre les duels ailleurs sur le terrain, mais ceux-là, ils vont pas les perdre. Ouais, tu vois, donc forcément, on est admiratif des mecs très très forts techniquement, et Kroos-Gundo, c'est très fort, et dans la passe, il y a peu de joueurs qui peuvent les égaler, mais à un moment, le foot, c'est aussi se déplacer. Et eux, ils ont quand même beaucoup de mal en termes de mobilité et mouvement. Et alors là, quand t'es Pogba, tu touches au très haut du panier. Mais il y a des mecs qui peuvent être encore plus explosifs et mobiles que Pogba dans cette zone, qui peuvent encore plus te faire mal sur leurs appuis. Donc tu vois, Flo parlait de Foden. Tu mets Mount, tu mets Sancho dans leur zone un peu intérieure. Mais Kroos, il s'arrête tout de suite. Il peut rien faire contre ces joueurs dans cette zone-là. Donc c'est le truc qui m'inquiète chez eux, si on doit parler d'individualité, c'est plus l'espèce de redondance athlétique de Gundo Kroos. Et c'est vrai que dans ces cas-là, tu te dis avec Goretzka, qu'est-ce qui se passe au milieu de terrain sur ce match-là par exemple. Et aussi avec l'entrée d'Emre Can qui a été assez intéressant.
à la fois dans son apport physique, mais aussi dans ses passes, parce qu'il a claqué quelques passes entre les lignes. Et le Kroos-Gundo, je n'y crois pas sur l'ensemble de la compétition. Je pense même que contre le Portugal, ça peut être en grande difficulté si tu as des Bernardo et Bruno qui vont dans leur zone et vont les embêter. Donc vraiment, c'est même grosse inquiétude là-dessus, parce que contre le Danemark en amical, déjà, ils avaient, avec d'autres joueurs plus mobiles, Kimmich et Neos, ils avaient déjà galéré. Florent, est-ce que tu vas enfin être celui qui veut bien me parler du trio offensif? Parce que mine de rien, j'insiste, mais c'est quand même moi quelque chose qui m'a marqué. C'est que, j'ai pas en tête, mais genre de la 45e à la 65e, quelque chose comme ça. L'Allemagne est dans le camp français, et là, ce déficit d'explosivité des milieux se pose pas tellement, puisque quand ils sont touchés, ils sont à 40 mètres du but, et ils ont de l'espace pour orienter, etc. Donc à ce moment, on est vraiment sur l'attaque placée face à un bloc bas. Alors parfois il y avait aussi du manque d'explosivité. Typiquement Kai Havertz, j'ai trouvé qu'il jouait un peu en trottinant sur ce match-là. Alors j'adore le joueur, hein, mais il y a plusieurs fois il donne toujours cette impression. Oui, mais il donne toujours cette impression de jouer en trottinant. Mais là, c'était pas une impression. J'ai souvenir de 2 situations en première période où il y a un décalage, où il trottine avec la balle et il y a quelqu'un qui revient lui prendre de l'arrière. Je crois qu'il y en a une des deux, où c'est Mbappé ou Benzema. Et alors après, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, hein, parce que même quand il fait des matchs moyens, j'ai tendance à dire qu'il a fait des bons matchs, parce que esthétiquement, je trouve ça assez plaisant. Mais j'attendais un peu plus, et Florent, finalement, dans ce temps fort, il y a quasiment rien en fait. Donc c'est à la fois. Après, ça dépend où on met le curseur, quoi. Est-ce que c'est l'Allemagne qui est pas très bonne quand elle doit créer comme ça face à une défense regroupée, ou est-ce que simplement la France est aussi imparable qu'en 2018, même si on a changé l'un des 2 éléments de la charnière? Dans le temps fort, c'est là qu'il y a l'occasion de Gnabry qui seul au deuxième rate, pique un peu trop sa reprise, qui passe au-dessus. C'est ça. Mais moi, celui qui m'a le plus gêné, alors que Gnabry n'ait pas d'espace, etc. Moi, c'est le rendement de Müller sur ce match qui m'a un petit peu ennuyé. Dans le sens où j'avais l'impression que les Allemands le recherchaient beaucoup dans les 30 derniers mètres. Parce qu'en même temps, c'est vrai que quand tu vois les joueurs alignés, tu te dis on va pas envoyer des centres, ça va servir à rien. Donc c'est vrai que quand il y avait un décalage qui était créé, il y avait souvent la recherche de Müller à l'intérieur pour être en relais en une touche, pour essayer de passer par-dessus la défense française, enfin par-dessus, ou en tout cas de l'éliminer, grâce à ses remises et à sa finesse en une touche. Et j'ai pas l'impression qu'il ait réussi une seule passe en fait dans cette zone de vérité, ou pas loin de cette zone-là. Et je pense qu'il il est un petit peu passé à côté de son match. Et là, je suis en train de chercher le pourcentage de passes réussies. Évidemment, normalement, il va pas être très élevé le concernant. Mais voilà, je pense que c'était un gars qui avait un rôle central dans l'animation allemande ce soir. Et je pense que près de la zone de vérité, il a vraiment manqué de justesse. Ou en tout cas, il n'a pas été aussi juste que ce qu'il pouvait être avec le Bayern pendant la saison. Et du coup, je pense évidemment que ça a pesé pas mal sur ce rendement et cette impression finale. Il termine à 80% de passes réussies, mais je pense que près du but, près de la surface, là où c'est compliqué évidemment, mais je pense qu'il a été en dessous de ce qui était espéré côté allemand. Je pense que Müller a vraiment regretté le fait de ne pas jouer avec Lewandowski, et que Lewandowski a beaucoup regretté le fait de ne pas jouer avec Thomas Müller. Là, les deux séparément, ça va pas du tout. Raphaël, pour conclure sur ce match, un petit mot de ton ami Robin Gosens, le roi des plongeons, des jaillissements au second poteau, qui marque énormément de buts comme ça, qui parfois d'ailleurs met des buts de la tête, parce que en fait il reste et l'action se poursuit. Au final, il se retrouve au point de pénalty en position de numéro 9, parce qu'une fois qu'il est monté, il ne redescend plus. Et c'est l'une aussi des nouveautés de cette sélection allemande, hein, parce que ça fait peut-être 2 ans qu'il est vraiment très bon avec l'Atalanta, mais il a mis du temps à s'installer dans l'équipe allemande, parce qu'il fallait aussi a priori qu'il y ait un système à 3 derrière pour qu'il soit piston. C'était assez difficile de l'imaginer titulaire dans une défense à 4 en tant que latéral. Qu'est-ce que tu as pensé de lui, au-delà du fait qu'il a failli envoyer Pavard dans le coma, et que je comprends toujours pas comment l'ami Benjamin a pu reprendre sa place sans qu'il y ait de protocole commotion, sans rien. C'est un truc un peu différent, et peut-être que c'est de la médecine, c'est de la médecine vue de l'extérieur, mais peut-être que j'interprète mal, mais quand je vois un petit peu son attitude, etc., c'est différent, hein. Mais quand tu as eu Eriksen quelques jours avant, et que là t'envoies sur le terrain quelqu'un qui a plus trop l'air de savoir où il habite, tu te dis heureusement qu'il n'y a pas un deuxième choc, parce que sinon ça peut très mal finir. Mais au-delà de cette petite parenthèse où voilà, le médecin qui est en moi, bien caché, a été un petit peu embêté, qu'est-ce que tu as pensé de l'ami Gosens, qui était donc un peu l'une des variables de ce match-là?
Non, mais t'as dit la plupart des choses que je voulais évoquer. Il faut se rappeler quand même que longtemps, ça a été Jonas Hector, qui était un peu là par défaut, en tant que latéral gauche de l'Allemagne, dans un système qui avait déjà 3 centraux, et que c'est quand même censé être un saut de qualité. Gosens, c'est que c'est assez ironique de se dire que dans ce match, c'est le latéral gauche de la France qui est apparu au deuxième poteau pour créer une différence. Et je pense que ce que t'as dit sur Pavard et Eriksen, ça va être vrai pendant quelques temps. C'est-à-dire que dès qu'on va voir un mec couché, et ne plus bouger, on va vraiment flipper parce que tu te souviens de ce qui s'est passé. Alors, c'est des circonstances différentes, mais ça te rappelle quand même que le sport de haut niveau peut créer des dangers. Non, sur Gosens, je suis curieux de voir s'il va être un peu plus trouvé justement au second poteau lors des prochains matchs, parce que c'est quand même un mec qui donc est sur quasiment 2 doubles-doubles de suite en Serie A. Il me semble qu'il est tout près l'an dernier de le faire et que cette année il finit pas loin. Alors après un début de saison qui a été un peu plus timide, je vais vérifier les chiffres, mais en tout cas c'est un des mecs les plus décisifs sur un poste de piston en Europe. Alors l'Atalanta marque 150 buts par saison, donc c'est quand même plus facile. Ouais, il est à 11-6 cette saison, 11 buts, 6 passes D. Et l'an dernier, il était à 9-8. Donc voilà, il est plutôt bien, 17 actions décisives sur 2 saisons de suite. Non, j'ai envie de voir ce que ça va donner lors des prochains matchs, et peut-être que il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que finalement, la diago que l'Allemagne va chercher le plus, c'est vers Kimmich, parce que Kroos joue naturellement axe gauche. Et du coup, pour trouver vraiment Gosens, il faut que ce soit un centre de Kimmich, sinon je vois pas comment l'Allemagne peut aller le chercher. En tout cas, contre un bloc bas reculé comme ça. J'aimerais bien que les diagos aillent un peu plus parfois vers Gosens et qu'il y ait soit des 1 contre 1 à jouer, soit plus de positions de centre. Parce qu'à un moment, il en claque un bon d'ailleurs, je sais plus à quel moment et je sais plus qui essaye de le reprendre, mais il claque un très bon centre à un moment. Et voilà, je pense qu'il y a un axe d'amélioration là-dessus, parce que c'est aussi un mec qui peut t'apporter à la fois de la profondeur, de la présence dans la surface, et même sur du 1 contre 1 du centre, t'apporter pas mal de choses. Et il faut que l'Allemagne arrive à s'en servir comme l'Atalanta s'en est servi, au moins en partie. Raphaël, juste avant le match de l'équipe de France, il y avait un Portugal-Hongrie, ou alors si on fait domicile extérieur avec... donc là, l'Allemagne qui joue à domicile, d'ailleurs, ça fait quand même plusieurs sélections qui sont chez elle, entre l'Écosse, l'Allemagne, la Hongrie, et qui n'arrivent pas à profiter de cet avantage. Il y avait donc... Depuis que j'ai dit que ça devrait être un avantage, oui, il n'y en a aucune qui gagne. Absolument, ouais, à part... il y a eu l'Angleterre qui a gagné. L'Angleterre. Et c'est quasiment tout, j'ai l'impression. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, non sûr, mais ouais. L'Italie à domicile. Et l'Italie. Ah ouais, l'Italie, finalement c'est 50-50 quoi. Mais donc il y avait un Hongrie-Portugal, Raphaël. Ouais, un Hongrie-Portugal que j'ai raté. C'est pour ça que je vais reprendre la présentation et faire un milieu tournant comme l'équipe de France. Pour qu'il n'a pas trop fait sur ce match-là, mais qu'il avait fait lors des matchs amicaux. Victoire 3-0 des Portugais avec une ouverture du score de Guerreiro à la 84e et un doublé de Cristiano Ronaldo 87e et 91e, dont un penalty. Je vais donner les compos et puis après vous me raconterez un peu ce match parce que j'ai vraiment rien vu. J'ai juste entendu qu'à un moment il y a eu un but annulé par la VAR pour la Hongrie. Côté hongrois, un 3-5-2 donc avec Peter Gulácsi dans les buts, Zalai, Orban et Botka derrière. Piston gauche, Fiola, piston droit, Lovrencic, si c'est ça. Un milieu à 3, Schaffer, je ne sais pas. Schaffer. Schaffer. Il disait Schaffer en tout cas. Ouais, normalement c'est Schäfer si on l'a fait à l'allemande. Mais, Ah bah voilà. Schäfer, d'accord. Nagy, notre ami Nagy, Adam Nagy, qui avait été très bon en 2016, et Kleinheisler au milieu de terrain. Kleinheisler au milieu de terrain. Qui était là aussi en 2016, Kleinheisler. J'ai moins souvenir de lui. Parce qu'il est... C'est quand même un Hongrois qui est roux, et ça, c'est quand même assez marquant à l'œil, je trouve. On le rate pas, ouais. Ouais, et comme c'est pas un homonyme de présentateur télé adoré de France Télévisions, j'ai eu plus de mal à le retenir. Et donc devant Zalai et Salai, je pense, les deux prononcés pareil quasiment du coup, qui jouaient du côté hongrois. Du côté portugais, Rui Patricio dans les buts, une défense à 4, Guerreiro, Ruben Dias, Pep, Semedo, un milieu à 2, William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes en 10, Jota à gauche, Bernardo à droite et Cristiano en pointe. Flo, je vois des stats quand même largement à l'avantage des Portugais, que ce soit en termes de tir, de possession, de tacle, de duel aérien gagné légèrement, de corner. Il n'y a que les dribbles dans lesquels les Hongrois ont été apparemment meilleurs. Est-ce que le 3-0 finalement est fidèle à l'écart observé entre les deux équipes ? Oui, le 3-0 est fidèle. Après, le scénario fait que tu te dis qu'il est tardif quand même et que ça s'est passé après des changements de Santos, mais je ne sais pas si les changements ont réellement pesé dans le rapport de force. Les Portugais dominaient déjà beaucoup. Le truc, c'est que le match aurait pu être débloqué. Je crois que c'est dès la 4e ou 5e minute, Christophe, que Jota a une situation où il doit
il peut décaler CR7 qui se serait retrouvé seul face au gardien en tout début de partie. Juste avant la mi-temps, c'est Ronaldo cette fois qui rate un tap-in dans les 6 mètres. Donc voilà, les Portugais ont eu des occasions en première mi-temps. Ils ont attendu vraiment la fin du match pour marquer. Ils ont très très peu concédé. Les Hongrois finissent à 0,18 en expected goals. Les Portugais terminent à 3, ce qui est d'ailleurs, je crois, du coup, le meilleur total sur cette première journée pour une équipe. Devant l'Espagne et devant la Suisse, logiquement, du coup, si on reprend ce qu'on disait hier. Donc voilà, un match sans grande histoire, des Portugais supérieurs, à mon sens. Maintenant, l'histoire, ça reste quand même leur double pivot, Danilo, William Carvalho, qui ne peut pas t'empêcher de te demander ce qui pourrait se passer s'il y avait un milieu d'un autre type dans l'entrejeu. Maintenant, c'est vrai que par rapport à l'animation hongroise qui passe beaucoup par les côtés, le fait d'avoir ces deux-là a vraiment verrouillé la construction de la Hongrie au milieu de terrain. Ça arrivait à la médiane en gros, et à la médiane c'était terminé parce que t'avais l'un ou l'autre qui venait fermer et empêcher des retours intérieurs ou des renversements. Donc ils ont eu un rendement défensif intéressant. Maintenant, quand t'as le ballon 60% du temps, 70% du temps même, William Carvalho et Danilo, ils sont plus problématiques qu'autre chose, ou en tout cas ils apportent pas assez. Et du coup, tu te reposes plus sur des exploits et des tentatives individuelles que sur un jeu collectif parfaitement rodé. Mais William Carvalho, c'était un vrai bonjour à un moment, Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du côté du Betis Séville de Sétienne, à un moment, il était assez important dans les sorties de balles, dans ce que ça construisait. Je sais pas, il y a eu un moment une espèce de validation de William Carvalho. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Écoute, même au moment où il était très bon, je trouvais qu'il était quand même moins influent qu'un Canales, par exemple, au milieu de terrain. Voire qu'un Guardado, D'ailleurs, même si Guardado était dans un rôle plus défensif. Vous connaissez l'âge de William Carvalho? Alors absolument pas, 28. Ouais, je t'aurais dit 28 aussi, moi. Ouais, 29, tu vois. C'est le mec que longtemps on a trouvé jeune. Genre, c'est peut-être le mec qui va aller plus haut. Et puis d'un coup, paf, il a fait 5 ans dans l'anonymat. Depuis l'Euro, en fait, 2016. Il est allé plus haut comme les Watford. Après, bon, le fait que tu vois, Florent disait, on ne sait pas si les changements ont vraiment un effet. Je pense quand même que l'entrée de Renato Sanchez, qui est impliqué sur l'un des buts, ça change pas tout. Enfin, c'est pas ça qui fait nécessairement que tu gagnes 3-0. Mais en fait, ça participe, je pense, à cet élan de fin de match qui te permet de marquer des buts. Donc l'entrée de Renato à la place de William Carvalho. Et je pense que même si Renato Sanchez fait pas une saison incroyable avec Lille, ces limites défensives qui sont plus sur le QI positionnel, si on veut faire un peu le malin, quoi, sa capacité à vraiment bien tenir sa position, savoir quand compenser, etc. Où je pense qu'en fait, il joue tellement à l'énergie. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'a pas finalement une formation tactique ultra précise, quoi, qu'il a toujours été un petit peu laissé libre de dépasser sa fonction, quitte à ne pas vraiment assurer sa fonction en fait dès le départ. Mais je pense que dans un match comme ça, où la Hongrie avait franchement, je trouve, de très bonnes intentions, mais elle avait absolument pas le talent pour les mener à bien. Donc du coup, les meilleurs moments hongrois, c'était un peu s'extasier sur Adam Szalai qui se battait comme un chien pour gagner tous les duels aériens, pour gratter des fautes, pour presser, pour gagner les duels dans sa surface sur les coups de pied arrêtés défensifs. Vraiment un match de chien, un match incroyable pour quelqu'un qui était quand même foutu dehors, mais finalement il y avait une grève de ses partenaires, etc. pour qu'il soit pas dégagé, mais qui en gros en début de saison partait si ça se trouve il va pas jouer de l'année en club. Donc là-dessus c'était bien. Franchement, il y a pas mal de joueurs hongrois que j'ai trouvé plutôt intéressants dans les intentions. Tu vois, Zalai, l'homonyme, le défenseur central, voire Botka, l'autre central excentré, parce qu'il faut quand même dire que la Hongrie avait des centraux excentrés qui dédoublaient et qui se projetaient. Donc c'est quand même un truc. À la Sheffield United ou Atalanta. Absolument. Tout à fait. Alors c'était moins souvent, parce que forcément t'avais moins souvent la balle, et que ça essayait de relancer court, et quand ça voyait le pressing portugais arriver, ça balançait loin devant pour des duels aériens. Mais ça faisait partie des choses où tu te dis c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas Szoboszlai notamment, parce que si tu avais peut-être un peu plus de qualité technique dans l'entrejeu, il y avait peut-être moyen de faire vraiment des choses sympas techniquement, tactiquement, mais malheureusement
Les limites techniques font que t'en es réduit à te dire ah attends, Schaeffer à l'énergie c'est pas mal, l'entrée de Nego donne de l'explosivité, d'ailleurs c'est lui qui fait la passe décisive mais qui finalement ne l'est pas pour l'ouverture du score refusée à la Hongrie pour hors-jeu. Donc j'ai quand même envie de souligner les bonnes choses hongroises. Pourquoi ? Parce que je pense que cette équipe risque d'avoir beaucoup de difficultés face à la France notamment, et qu'on n'aura pas l'occasion de louer les bonnes choses qui seront faites quand la Hongrie prendra 4-0. Mais le Portugal a pas rigolé quand même. Est-ce que ça te fait revoir ta prise de position sur le fait qu'un des 3 gros de ce groupe pourrait sortir ? Non, parce que je pense... Enfin, je pense... Il faudrait que la Hongrie prenne des points. Là, je pense que sauf si le troisième ne fait pas partie des 4 meilleurs troisièmes. Ça peut être ça la possibilité. Bah non, mais du coup, là, le scénario fait que c'est l'Allemagne, en fait. Ça sera l'Allemagne ou rien. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était... L'Allemagne n'est pas forcément avantagée par le calendrier. Maintenant, je n'étais pas sûr que le Portugal serait capable de marquer. D'ailleurs, c'était vraiment là-dessus que j'avais parié hier dans la séquence Paris. Et vraiment, je me disais, il se peut que la Hongrie tienne le 0-0, voire mettre le 1-0 en fin de match. À partir du moment où le Portugal a gagné ce match, et finalement assez facilement sur le plan du score, sachant que vraiment, je vois aucun scénario où la France n'arriverait pas à marquer plusieurs fois face à la Hongrie. S'il y en a un qui sort, ça sera l'Allemagne. Mais... je la voyais quand même un peu plus apte à sortir de son camp. J'étais quand même un petit peu déçu de la capacité à construire sous pression. Si vraiment à chaque fois t'en es réduit à devoir balancer sur Salaï, tu vas faire comme là, tu vas tenir 70-75 minutes face à une équipe qui, encore une fois, alors Jota a raté beaucoup, mais il était quand même assez disponible. Mais sinon, il y a beaucoup. Bernardo Silva, je trouve ça pas bon du tout sur ce match-là. Bruno Fernandes non plus. Ronaldo, c'est nullissime jusqu'à son doublé, où au final, bon voilà, il met ses 2 buts, donc très bien, mais il dézone, tu sais absolument pas pourquoi il dézone. Tu vois, j'étais limite plus intéressé par les 4 de derrière que par l'articulation offensive, et pourtant, t'as quand même largement les occasions de mener 2-0 à la pause, quoi. Pour conclure un peu sur la Hongrie, ce qui est dommage pour elle, c'est d'être tombée dans ce groupe, parce que c'est vrai que tu vois, quand tu vois que demain, il y a un Finlande-Russie, la Hongrie serait tombée dans ce groupe-là, tu aurais eu un Hongrie-Russie et une Hongrie qui croise avec la Belgique et le Danemark, ou une Hongrie qui croise avec l'Ukraine et il y a qui dans le groupe des Pays-Bas et la Macédoine du Nord et l'Autriche, un de ces trois-là, qui remplace un de ces trois-là. Elle aurait vécu un tout autre Euro, elle aurait sans doute franchi le premier tour et on se serait peut-être un peu plus enflammé, on aurait peut-être un peu plus insisté en effet sur les qualités tactiques évoquées par Christophe, sa capacité à sortir le ballon, et ses centraux qui dédoublent, etc. quoi. Et là, bon, bah voilà. Dans ce groupe-là, on risque de passer à côté de ça, parce que les adversaires seront vraiment 1 voire 2 crans au-dessus sur le plan individuel et aussi collectif. Qu'a donné notre ami et pépite Adam Nagy ? Le pharaon hongrois. Il a beaucoup couru. Je l'ai pas... Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas trouvé incroyable. Après, il était toujours occupé à colmater les brèches, quoi. Il a une belle sortie de balle en début de deuxième mi-temps où il résiste à 2-3 mecs avant de réussir à jouer vers l'avant. Mais c'est vrai qu'il a surtout couru pas dans le vide, mais vu que les Portugais, il y avait quand même beaucoup de mouvements dans sa zone. Il y avait pas mal de décrochages, soit de Ronaldo, soit Bernardo qui rentre, soit Jota qui rentre intérieur. Enfin bref, ça bougeait pas mal, donc il a passé plus son temps à courir après les joueurs à marquer qu'à tenir la balle et à permettre à la Hongrie de ressortir les balles. Petit truc à signaler quand même, Ruben Dias est pas loin de prendre 2 jaunes, c'est-à-dire qu'il en prend un, et derrière il prend les espèces de claques où tu laisses traîner ton bras arrière, où je pense que si l'arbitre le voit, il prend un 2e jaune. Ça aurait pas été, disons, totalement dans le sens du match, c'est-à-dire que voilà, c'est pas je suis toujours en retard, je suis obligé de mettre des taquets comme Krikowiak avec la Pologne, le seul exclu pour l'instant sur la compétition. Mais voilà, il y a plusieurs trucs où tu te dis ça tourne quand même mal. Enfin voilà, encore une fois, il y a des ratés, etc. Mais sur le plan général, tout n'a pas mal tourné pour le Portugal, parce que tu peux très bien concéder ce 1-0, tu peux très bien avoir une expulsion. La Hongrie a 2-3 simili occasions sur coup de pied arrêté. Je pense que cette équipe-là a vraiment, vraiment une marge de progression. Après, est-ce qu'elle va atteindre son niveau maximal ? Je suis pas sûr. Je sais pas s'il y a beaucoup de vitesse supérieure avec un entrejeu comme ça, avec un Bernardo Silva qui est quand même assez neutre. Mais bon, en tout cas, moi, limite ma satisfaction. Alors, il a beaucoup raté, mais c'est Jota et les percées de Guerreiro. C'est limite ce qui m'a le plus plu dans cette équipe, parce que sinon, c'était plutôt
plutôt froid, au-delà de la domination générale qui était juste la conséquence de différentiels individuels. Et Guerrero qui était sans doute sur la séquence, on va dire sur le début de match, parmi les joueurs les reculés, parce que finalement il laissait pas mal le côté gauche à Jota en début de partie, et c'était presque plus un élément créatif, une rampe de lancement supplémentaire, et c'est presque de lui d'où partaient les mouvements les plus intéressants collectifs côté portugais, plutôt que des milieux de terrain ou des défenseurs. Guerrero qui a souvent joué relayeur avec Dortmund, pourquoi pas le foutre dans les milieux portugais s'il est capable de faire mieux que ceux qui sont alignés. Même si après il y a d'autres profils sur le banc, d'ailleurs j'en profite. Parmi donc les remplaçants, à la fois ceux qui sont entrés et qui ne sont pas entrés, qui aimeriez-vous voir chez les Portugais lors des prochains matchs? Alors je vais citer ceux qui sont entrés. À la 71e, Rafa a remplacé Bernardo Silva. À la 81e, Renato Sanchez et André Silva sont entrés à la place de Carvalho et de Jota. Et à la 89e, l'inusable João Moutinho a remplacé Bruno Fernandes. Il y avait aussi sur le banc, je vais citer les joueurs qu'on connaît, je parle des éléments milieu ou offensifs. Oliveira, qui doit être Sergio Oliveira du coup, j'imagine. Oui, celui qui tire les penalties à Porto et les coups francs. L'ancien Nantais. Il y a un autre Silva qui est, je pense, Rafa Silva. Non, c'est Rafa Silva, c'est celui qui est rentré, c'est Rui Silva que tu vois et qui est un gardien qui est le gardien de Grenade, donc ça ne nous concerne pas. Pas du tout alors du coup. Mais par contre il y a Ruben Neves, il y a Joao Félix qui sont là également, il y a Mendes, donc la pépite du Sporting. Est-ce qu'il y a un de ces joueurs là qui pourrait ou devrait entrer, messieurs, pour qu'il y ait un peu plus de créativité dans ce milieu de terrain portugais? Il n'y a pas Pedro Neto? Ouais, si, il y a aussi Pedro Neto qui est nommé... Mais il n'était pas sur la feuille de match peut-être. Si, il est noté poté ou pote sur certains sites. Donc, d'accord. Oui. Mais après, moi, je l'avoue que je l'ai pas assez vu jouer. Je connais ses statistiques. Je sais qu'il a sa 20aine de buts en championnat. Mais c'est pas Pedro Neto du coup. Ah non, Pedro Gonçalves, pardon. Non, Pedro Neto est forfait sur blessure. Là, je suis sur la fiche de pote. Et non, en fait, je pense... Il n'a pas du tout la tête de Pedro Neto. En fait, dans ma tête, je pensais que vous saviez que Pedro Neto était forfait sur blessure et que... Non, je ne savais pas. Et je pensais à Pedro Gonçalves, qui est aussi, qui est le meilleur buteur assez nettement du championnat portugais, champion avec le Sporting, et qui peut intégrer cette sélection aussi. Non, il me semblait l'avoir lu, Neto, et c'était une grosse déception quand même, parce que c'est vraiment un joueur super agréable à voir jouer. Donc, parmi ceux que j'ai cités, dont l'ami Pedro Gonçalves, alias Pot, est-ce qu'il y a des mecs que vous aimeriez voir sur le terrain? Le truc, c'est que, et après je laisse juste Christophe, moi ça va aller très vite. Le truc, c'est que quand tu vas affronter l'Allemagne puis la France, je pense que le milieu de terrain, William Danilo, il va pas y toucher. Et que tu auras droit à ça. Peut-être qu'il ajoutera un élément plus dans la transition que Bernardo Silva, même si Bernardo Silva de notre côté est précieux généralement parce qu'il fait les efforts défensifs aujourd'hui. C'est même plus un milieu offensif que tu mets pour défendre qu'autre chose maintenant, malheureusement. Donc je suis pas sûr qu'il y touche. Et peut-être que si ça se trouve, les Portugais vont arriver en 8e de finale et se heurter à une équipe qui va les attendre bloc bas et les foutre dehors comme ça, parce qu'ils seront plus solides que la Hongrie. Mais c'est vrai que sur les 2 prochains matchs, vu en plus ce qu'ils ont montré pour éteindre les sorties de balle hongroises, j'ai pas l'impression que Fernando Santos ait des arguments ou ait envie particulièrement de toucher à son milieu de terrain. Je n'ai pas de bonne formule, en tout cas de formule où je me dis sur le papier c'est totalement logique de s'articuler comme ça. Très clairement, mais c'est une partie de d'élite sale gueule, je suis pas très fan du profil de Bruno Fernandes et je pense que sa volonté de toujours chercher la passe décisive à un moment fait que tu vas concéder les transitions parce qu'il est jamais dans le contrôle. Et du coup, j'aurais plus tendance à le sacrifier lui, à mettre Bernardo Silva en espèce de 10, mais qui serait, comme le dit Florent, quelqu'un qui va finalement beaucoup bosser, qui va avoir un jeu assez neutre avec ballon, mais qui va participer à l'effort de repli. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir donc Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Diego Jota derrière Cristiano Ronaldo, je sacrifie Bruno Fernandes et je mets un Joao Félix, un André Silva si jamais tu passes à 2 attaquants, mais peut-être plutôt un ailier, ou alors même Renato Sanchez sur le côté, enfin voilà. Mais j'aurais bien envie de sacrifier l'un de ceux-là. Après, une vraie question, c'est est-ce que vraiment tu es sur ce 2-4, c'est-à-dire 4 éléments vraiment offensifs et un double pivot, ou est-ce que tu veux, comme je disais, par exemple, mettre Renato Sanchez en tant que faux ailier droit
pour pouvoir bosser défensivement, quelque chose qu'il a déjà fait avec le LOSC, avec plus ou moins de réussite selon les moments, ou carrément faire rentrer Pedro Gonçalves ou quelqu'un d'autre. J'avoue que je suis un peu mitigé en fait sur ce double pivot qui à la fois est pas super créatif, mais d'un autre côté, t'en as que 2 qui font ce boulot-là, donc tu peux quand même garder 4 éléments offensifs pour faire la différence. Mais je me demande, voilà, est-ce que tu dois faire plutôt du 3-3 ou est-ce que tu dois remplacer l'un des deux en mettant par exemple Ruben Neves, qui est pareil, c'est un joueur sympathique, mais plus une courroie de transmission qu'autre chose. Mais ça serait, je pense, quand même mieux que Carvalho ou Danilo Pereira. Je suis un peu... Mais ça, je l'avais déjà dit dans les émissions de présentation avant que débute la compétition. Ça fait partie des sélections où je suis mitigé sur l'entrejeu comme l'Angleterre, mais c'est vraiment chez les gros l'équipe où je me dis en fait s'il n'y a pas de bonne formule sauf vraiment à s'enflammer, mais c'est quelque chose qui ne sera pas fait, et par exemple mettre Bernardo Silva dans le double pivot, mais ça n'arrivera pas, donc Oui, c'est dommage parce qu'ils ont plein de joueurs intéressants les Portugais, mais je suis pas sûr qu'ils vont réussir à les associer, soit pour pouvoir défendre et attaquer ou faire un des deux quoi. Faudra voir, mais je pense qu'ils vont devoir choisir un moment. D'ailleurs je crois qu'il a répondu en conférence de presse, je sais comment gagner 1 euro, m'embêtez pas en gros. Donc on va voir comment ça va jouer le Portugal. Mais par contre, Christophe, je souhaiterais qu'on appelle Pedro Gonçalves pote. D'accord. Je trouve ça plus sympa. En plus, ça me fait penser aux disco potes et aux easy potes d'attention à la marche. C'est très nostalgique pour moi, cette appellation. J'attendais vraiment, à partir du moment où tu as parlé de potes, j'attendais le moment où tu allais mentionner attention à la marche. On commence à bien se connaître après, c'était assez évident. après 10 ans. Alors que moi je pense surtout aux pommes potes. Ce qui est d'ailleurs un aliment assez sous-coté, je trouve. Alors je vais pas non plus faire l'avocat des pommes potes. Je pense malgré tout que c'est pas... Les pommes potes ne sont pas forcément dans une mauvaise situation actuellement. Leur réputation est quand même correcte, mais j'ai l'impression que c'est un peu moqué chez les adultes quand j'en parle, à la Voix du Nord par exemple, parce que finalement je ne sors pas tellement en ce moment. Je ne croise pas tellement d'êtres humains, mais quand je dis que je consomme des pommes potes, je sens un petit peu des regards méfiants, un peu comme quand je dis que je regarde Fort Boyard, quoi. Il y a une forme de dédain, et je trouve qu'il faut quand même réhabiliter le pomme pote même chez les adultes. C'est tout à fait bien. Et du coup, Christophe, t'es plus pomme pote à l'envers ou pomme pote sous l'eau? Pub incroyable. J'étais à 2 doigts de la chanter, mais déjà que j'ai fait l'ours hier, j'ai pas envie que tu fasses l'extrait d'une séquence pour la mettre sur les réseaux sociaux où je fais une petite danse à chanter pomme pote à l'envers. Voilà. Arrêtez de chanter parce qu'après je vais encore avoir le truc du parc floral dans la tête et on sait très bien comment ça va finir. Sur ce Hongrie-Portugal, pardon, est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter, Christophe? Parce que je te sens partir loin sur des pommes potes. Christophe ou Flo d'ailleurs. Peut-être une individualité qu'on a oubliée, un problème que la France peut vivre face à une de ces deux équipes. Je vous laisse maître de vos propos. Le truc, c'est que c'est difficile de se projeter contre le Portugal parce que les deux équipes seront peut-être... on verra ce qu'ils font contre l'Allemagne. Mais la France sera sans doute déjà qualifiée. Donc voilà, parce que c'est vrai que le match 2 face à la Hongrie, ce qu'ont montré les Hongrois aujourd'hui, comme je rejoins sur ce que disait Christophe tout à l'heure, j'ai vraiment du mal à imaginer une France qui resterait stérile face à cette équipe-là offensivement, qui en prendra peut-être un, pourquoi pas. Mais ouais, je vois pas comment la Hongrie peut inquiéter l'équipe de France, perso. Et vu que le 3e match, il se sera passé le 2e et que la France sera peut-être passée, voilà. Ça peut ressembler à l'horrible France-Danemark de 2018. 0-0, 3e match qui avait été ignoble. Alors, Deschamps avait fait jouer pas mal de joueurs qui n'avaient pas eu de temps de jeu jusque-là, mais même dans l'intensité, c'était très très mou. Si ça pouvait ressembler plutôt aux France-Pays-Bas de 2000. Oui, de 2000. Qui était totalement bête, mais qui était très rigolo. Mais non, toi du coup, t'as pas vu le match, et pour tous ceux qui n'ont pas vu le match, Adam Salai, j'en ai déjà parlé, mais je pense que, je reprends les statistiques, je pense pas, je n'ai pas d'avis sur la question, mais je vois 1m93, 91 kg. À mon avis, c'est assez fiable, et beaucoup de volonté à aller au combat, aller dans les duels. Honnêtement, alors il est trentenaire, il a déjà été meilleur qu'il n'est actuellement, mais je pense que même à son pic de carrière, ça a jamais été un joueur incroyable. Il est correct, mais il était plus dans le combat, gagner des duels en tant que pivot, vraiment aider son équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais toi qui n'as pas vu ça, je pense que tu vas rigoler parce qu'il y aura à mon avis des séquences assez drôles à le voir tout le temps dans les duels. Alors il joue un peu comme
comme Didier, le chien, mais version qui aurait bien mangé, quoi, qui aurait eu beaucoup de pâté et qui se serait bien étoffé. Ça part parfois dans tous les sens, mais vraiment hyper précieux, parce que si tu mets un mec qui se bat moins, je pense que le 3-0 il est à la mi-temps, il n'est pas à la 90e, parce que les temps faibles étaient quand même assez longs et c'était assez compliqué d'avoir des mécanismes pour récupérer la balle. 4 duels aériens gagnés pour le Didier hongrois. Et 28 duels disputés au total. Ah oui, dans les airs et au sol. Ce qui est 10 de plus que Pogba, qui avait le record français, pour resituer. Ouais. C'est pas il mal. n'a pas tout gagné, mais il était sous les ballons. Ouais, il était là. Il a obtenu 6 fautes. Il a perdu 21 ballons aussi. Mais voilà, il était au combat en première ligne, on va dire. C'est pour le coup le truc de l'attaquant qui va saper une défense, qui va aller à l'usure. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Écoutez, merci messieurs pour ce débrief de Hongrie-Portugal. Et je vais te laisser la main, Christophe, puisqu'on va passer à quelque chose que tu vas désormais diriger. Absolument, je vais diriger baguette en main, tel un chef d'orchestre, tel Von Karajan, les paris avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris qui ont été une bonne journée, Florent, pour nous. Ouais, toi 2 sur 2 et moi 1 sur 2 du coup. Donc en positif. Qu'est-ce qui t'a manqué ? Parce qu'on rappelle que tu avais honteusement copié ce que j'avais fait, donc c'est-à-dire que tu as mal copié. Tu es comme celui. Mais non, justement, ma copie est passée puisque c'était le Portugal marque en deuxième mi-temps. Tu m'as pas copié sur l'autre ? Non, sur l'autre j'étais parti sur... j'avais pas donné de résultat de vainqueur, mais j'étais parti sur les 2 équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match. Donc je tablais plus sur un 2-1 pour la France par exemple, ou quelque chose comme ça, qui aurait pu arriver si l'Allemagne avait mis ses occasions et que la France n'avait pas été hors jeu. Bon, ça fait beaucoup de si, mais voilà. Mais 1 sur 2, je reste dans le positif et du coup, depuis le début de la saison, je reste avec quelques euros au-dessus de la moyenne. Avec des si, je coupe du bois, comme dirait l'autre. Je pensais que tu m'avais copié sur 2 paris. En fait, tu n'avais fait que sur un seul. Tu aurais dû donc faire sur les 2, puisque ma victoire de la France et le 0-0 à la mi-temps sur Portugal-Hongrie sont passés haut la main. Raphaël, après avoir enlevé ton costume d'animateur pour mettre ton costume de participant, je t'écoute, je vais me remettre tes paris sous les yeux, même si au final, est-ce que tu as besoin de lancement ? Je suis pas sûr. Alors, il y a Finlande-Russie, Turquie, Pays de Galles. C'est les matchs de demain. Je crois que c'est de nouveau une journée à 3 matchs. Je crois que c'était la seule journée à 2 matchs aujourd'hui. Ça nous a permis de voir un petit peu les terrasses, de prendre un peu le soleil, de revivre un petit peu, parce que c'est compliqué, c'est marathon. On va commencer, Raphaël, par Finlande-Russie, si tu le veux bien. Je veux bien. Déjà, je vais préciser qu'en regardant le calendrier de demain, j'ai eu un peu mal quand même. Parce que ça commence donc par un Finlande-Russie à 15h, je crois. Oui. Et derrière, c'est Turquie-Pays de Galles. Donc ça réunit quand même 4 équipes qui nous ont pas fait vivre des grandes émotions jusque-là. Je pense que d'ailleurs, si on faisait un truc des 4 pires équipes, combien serait dans ces 4-là ? Au moins la Turquie, sans doute la Russie, et le Pays de Galles, hésitation. Bon, ils ont quand même bien réagi contre la Suisse, mais j'ai pas vu le match, hein, c'est vous. Si je vous crois, c'était pas fameux non plus, le Pays de Galles, puisque quelques bons joueurs ont pris de l'âge et étaient mous. Donc j'espère qu'on va vite arriver à 21h et un Italie-Suisse qui pourrait être beaucoup plus sympa. Mais Finlande-Russie et Turquie-Pays de Galles, du coup, pourquoi je dis ça ? Parce que ça va expliquer mes paris qui sont pas très fun non plus. Finlande-Russie, c'est 0 ou 1 but sur l'ensemble du match à 2,70. Pourquoi ? Parce que, dites-moi, qui peut marquer des buts dans ces 2 équipes ? Dzyuba, Poyampalo et Pukki, c'est tout. Voilà, donc 3 joueurs sur 22. Alors après, il peut toujours y avoir un coup de pied arrêté, il peut toujours y avoir un dépassement de fonction, mais je pense que ça va être un match où les deux vont jouer leur vie pour savoir que là, si tu gagnes pas, ça devient très vite compliqué. Si tu ouvres le score, je pense que ça va vite verrouiller. Donc le 0 ou 1 but à 2,70 sur ce Finlande-Russie, on risque d'avoir 2 équipes très peu inspirées, je vais enlever le Z. Donc c'est mon premier pari, Christophe. Très bien, c'était pas super bien vendu, mais... Ils sont jamais très bien vendus mes paris, mais bon, on verra si ça passe ou pas. En plus, Russie-Finlande, il y a aussi une histoire géopolitique. Bon, je pense que tout le monde... je suis pas sûr qu'il y ait encore des ressentiments aujourd'hui entre les 2 pays, mais ce sont des quasi-voisins. Et donc, tu as fait ça dans l'ordre chronologique, tu as laissé le dernier match à Florent, tu as aussi un Turquie-Pays de Galles en pari. Ouais, Turquie, Pays de Galles, qui du coup aura un peu la même problématique que
que le Finlande-Russie, c'est que là, si tu perds, t'es très très mal embarqué, puisque derrière, le Pays de Galles va devoir jouer l'Italie, et que la Turquie va devoir jouer la Suisse, qui sont sans doute, donc l'Italie et la Suisse, sans doute les deux meilleures équipes du groupe. Et là, je pars sur un pari qui est moment du premier but, après la 35e minute, à 2,15, déjà parce que la Turquie n'aurait jamais pu marquer en 2h30 contre l'Italie. Donc je pense que 35 minutes, ça va être peu pour eux, et que le Pays de Galles a eu du mal à démarrer contre la Suisse, qui ne s'est réveillé qu'après l'ouverture du score. Donc je vois pas pourquoi à 0-0 en début de match, ça s'enflammerait d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on va vivre le même type de scénario que Finlande-Russie, cette peur d'être l'équipe qui, après 2 matchs, est très mal embarquée et qui va en plus devoir jouer une grosse équipe. Ce sera la même chose d'ailleurs pour Finlande et Russie dans leur groupe, puisqu'ils vont jouer la Belgique et le Danemark. Pareil, les deux pires équipes du groupe qui s'affrontent lors de la deuxième journée. Je pense que ça risque de donner des matchs très 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 timides. J'espère qu'il y aura des moments de folie, un peu comme le but de Patrick Schick côté tchèque. Mais peut-être que le seul qui peut foutre mon pari en l'air, c'est si Gareth Bale démarre très fort le match et que ça y est, il part sur un été fameux. Mais j'ai du mal encore à y croire. Florent, je n'ai pas saisi la balle au bon tout à l'heure, j'ai vu ton visage dépité pour enchaîner ton pari à toi sur Finlande-Russie, un mauvais animateur perfectible, et donc Raphaël se posait la question de qui pouvait marquer un but. Tu avais suggéré une réponse avec Artem Dzyuba, et cette réponse n'était pas suggérée par hasard. Et voilà. Oh, tu t'es bien rattrapé pour en termes de lancement. Oui, bien sûr. Alors, Dzyuba, dont tu avais joué le but de la tête lors de Belgique-Russie, où ça s'était joué à peu de choses, puisqu'il aurait fallu qu'il ait envie de marquer de la tête sur une fameuse action où il décide de la jouer en retrait. Et c'est vrai que la Russie, par rapport à ce que disait Raphaël, la Finlande a un petit joker face à cette équipe russe, grâce aux 3 points pris face au Danemark. Ils peuvent se dire on va jouer le nul. Par contre, les Russes n'ont plus le droit de calculer. Ils ont perdu le premier match, et vu que la Finlande a déjà 3 points, je pense qu'il leur faut 3 points sur ce match-là absolument. Et donc que les Russes vont devoir mettre toutes les chances de leur côté, pousser. Et les Finlandais, je pense qu'on va plus être dans une dynamique en bloc bas, et on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Et dans ce cas-là, le pied de Golovin pour envoyer les centres, ou de Mario Fernandes de l'autre côté, et puis un Dzyuba en guise de déménageur dans la surface, pour essayer de faire mieux que ce qu'avait fait Poulsen, ou ce qu'avait fait Cornelius à son entrée en jeu lors du match entre la Finlande et le Danemark. Donc voilà, le but de Dzyuba face à la Finlande, c'est coté à 2,10, et je me dis qu'il risque d'avoir plus d'opportunités de placer sa tête, de placer son grand corps dans la surface pour mettre la balle au fond, que face à la Belgique. Donc voilà, but de Dzyuba à 2,10. Ton deuxième pari, c'est sur Italie-Suisse, et il implique un joueur qu'on aurait peut-être mis dans notre 11 de la compétition des premiers matchs. On avait eu le temps de le faire, qu'on fera peut-être demain d'ailleurs, s'il n'y a pas grand-chose à dire sur les matchs, les 2-3 premiers matchs de la deuxième journée du premier tour. N'importe quoi, j'arrive plus à parler. Donc c'est Brel Embolo. Ouais, Brel Embolo qui avait été très convaincant, voire même impressionnant parfois face au Pays de Galles, face à la défense galloise, très dominant sur le plan physique, où qu'il aille d'ailleurs, peu importe les zones, soit en décrochant, il pouvait prendre la balle, se retourner, accélérer. Quand il était au contact de la défense, il prenait la position, il n'y avait plus rien qui bougeait derrière, et il faisait la différence. Et je me dis que face à l'Italie, évidemment c'est un niveau supérieur, mais je joue la hype, je joue le bandwagon, et je me dis que Brel Embolo va peut-être enchaîner. Et c'est vrai que la cote est plutôt sympa pour un but d'Embolo. On a vu que la Suisse était une équipe qui, si elle avait le ballon, était capable de bonnes séquences avec la balle. Et je me dis que face à une défense italienne loin d'être aussi forte que certaines de ses prédécesseurs, je sais plus. Embolo peut faire des différences sur le plan individuel aussi face à eux. Donc voilà, un Embolo qui ferait mal à Bonucci, qui ferait mal à Florenzi, ça me paraît tout à fait possible. Et donc la cote à 6, je la prends, et puis j'espère que Dzyuba marquera dans l'autre match pour au moins me garantir un petit bénéfice sur la journée. Ça marche, pari audacieux, toujours moins que la une de l'équipe qui est moyennement reçue, je vois par Twitter, elle vient d'être publiée à l'instant. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Est-ce que tu étais content de cet épisode ? Est-ce que tu as passé une bonne soirée ? Puisque, encore une fois, tu as raté un match.
toi qui entre les entraînements et les séances kiné pour te remettre de tes multiples blessures, n'est pas toujours fidèle au poste. Oui, séance kiné lors de laquelle hier j'ai failli vomir, puisque les 40 degrés à 17h30, 18h en train d'essayer de rejouer au foot pour la première fois depuis 1 an, clairement m'ont mis dans des situations très difficiles. À un moment, il y avait la piste au bord du terrain et derrière il y avait une grande étendue d'herbe et je me suis dit que si je devais vomir, ce serait sans doute là-bas. Mais je savais pas comment y aller discrètement sans perdre toute ma crédibilité auprès de mon kiné, qui de toute façon déjà je pense ne me respecte pas vu mes performances. Donc c'était difficile hier soir, Christophe. Tu vois, le Pologne-Slovaquie, j'aurais préféré le regarder finalement. D'accord, je te demandais ce soir, mais ta réponse qui est partie ailleurs était pas mal, une histoire de vomi, c'est toujours sympa. Pour conclure un épisode, merci Raphaël, merci Florent de nous supporter, c'est pas toujours facile. Et puis rendez-vous demain pour la suite de 7 €, une nouvelle journée qui s'annonce passionnante. À bientôt. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.